Dans un monde ravagé par des monstres et des failles dimensionnelles, quelques rares chanceux éveillent des pouvoirs et deviennent des professionnels. Et aujourd'hui est le grand jour de la cérémonie d'éveil pour une nouvelle promotion d'étudiants, où l'instructeur Li Yu appelle le prochain candidat, Lin Luo, qui se trouve être un transmigré, convaincu d'être l'élu. Il s'approche du cristal, prêt pour son moment de héros légendaire, posant sa main sur la pierre pour enfin révéler son destin. Un pilier de lumière massif jaillit de l'estrade, faisant halter la foule, persuadé qu'il s'agit d'une classe de combat d'élite. Et les autres étudiants sont déjà rongés par la jalousie, tandis que notre jeune Linluo affiche un sourire, pensant que son heure est enfin arrivée. Mais le résultat tombe. Prêtre. L'instructeur confirme, avec un sourire, une classe de soutien de rang D, laissant l'audience totalement confuse face à ce spectacle lumineux. Et quelqu'un fait remarquer que les soigneurs sont presque toujours des filles. Le voilà planté là, écrasé par l'étiquette de soigneur masculin. Quand quelques brutes viennent le narguer sous prétexte de le réconforter. Mais Lin Luo réplique, promettant de les laisser se vider de leur sang s'ils ont besoin de lui. Ce qui les terrifie immédiatement. On ne plaisante pas avec le soigneur. Et il s'éloigne en exigeant qu'il l'appelle Papa Lait. Lin Luo tente de rationaliser son rôle. Il ne vole pas, c'est un propulseur pour les autres. Soudain, une voix lui dit de ne pas être si abattu, et son pote Tang Cheng propose de faire équipe en duo tank-soigneur, alias Appa à monstre. À ce moment, un autre pilier de lumière éclipse totalement le sien, faisant se plaindre la foule de cette nouvelle frimeuse. Une silhouette se forme lentement dans l'éclat aveuglant, révélant Lian Yining, la demoiselle du givre spirituel. Et son classement est évidemment un rang A de haut niveau. Tout le monde s'extasie sur la star du lycée, comme si les notes garantissaient les pouvoirs. Lin Luo la regarde passer, complètement hypnotisée. Un instructeur commence immédiatement à la flatter, lui offrant n'importe quelle université. Après elle, ce n'est qu'une série d'échecs et un gars qui devient cuisinier. Lin Luo soupire en pensant au destin, jouant avec un peu d'énergie bleue. Plus tard, il vérifie enfin son écran de statistiques, et oui, les stats sont minables. Mais il découvre sa première compétence, technique d'écorchement, une capacité mutée qui déchire la peau d'une cible, ignorant toute défense. Il réalise que ce n'est pas du soin, c'est de la pure torture. Son arbre de compétences est vide, mais il se demande déjà quelles horreurs l'attendent. Une pensée terrifiante lui traverse soudain l'esprit. Si une compétence peut muter, peut-être peut-il les faire toutes muter. Lin Luo est déjà sur son téléphone, un éclat de folie dans les yeux. Place au shopping. Son pote Tang Cheng demande ce qu'il fait, et il répond simplement qu'il achète des livres de compétences. Ce qui provoque une blague sur sa fortune secrète, mais non, sa tante est juste une professionnelle en haute mer. Pendant ce temps, à la cérémonie, l'instructeur Li Yu clôture la journée, disant aux étudiants de tout remballer et de rentrer chez eux, et donne un discours classique aux perdants. Ne soyez pas tristes, votre vie n'est pas finie. Mais Lin Luo s'échappe déjà, prétextant une affaire urgente, qui est bien sûr la mutation de nouvelles compétences en arme de malaise massif. Des camarades le regardent partir, pensant qu'il est triste d'être soigneur. Pauvres enfants naïfs. Son colis arrive par livraison express, car même les parchemins de compétences ont leur version d'Amazon Prime. Lin Luo s'assoit dans sa maison chic, tenant 2 parchemins prêts à subir une amélioration impie. Il a Art de la guérison et Art du calme, 2 compétences de prêtre innocentes. Avec un éclair d'énergie rouge et bleue, il commence à les absorber simultanément. Le système affiche l'apprentissage, mais les compétences semblent déjà corrompues. Il observe intensément, attendant le grand dévoilement. Et les résultats sont là. Guérison devient fièvre sanglante et calme devient douleur renforcée. Lin Luo relie les points avec un sourire terrifiant, réalisant qu'il peut faire bouillir le sang et doubler l'agonie. Il glousse, pensant que personne ne l'appellera plus jamais Latière. Soudain, son téléphone vibre, il a été ajouté à un groupe par l'instructeur. Il voit Lian Yining dans le groupe, réalisant que c'est pour les nouveaux éveillés de combat. L'instructeur Li Yu donne le nouveau programme 10 jours pour farmer avant l'examen final. Et Lin Luo écoute avec un sourire qui n'est absolument pas héroïque, imaginant déjà un trône de crâne prêt à redéfinir le soin pour tout le monde. Son fantasme de puissance est de devenir un dieu de la douleur, des pensées tout à fait normales. Pendant ce temps, sur un terrain de basket calme, un drame se joue, où l'ami de Lian Yining la questionne sur son intérêt pour Lin Luo. Elle tente de nier, mais son ami a un détecteur de mensonges intégré et n'y croit pas une seconde. Cet ami lui fait une réalité brutale. Elle est rang A, il est rang D, faites le calcul, ce qui laisse la star du lycée totalement dévastée et sans voix. Soudain, un beau gosse blond nommé Yang Aoran tente sa chance. Il s'avère qu'il est aussi rang A, et tout le monde les voit déjà comme le nouveau couple puissant. Mais Lian Yining ne l'entend pas de cette oreille et le rejette froidement. Elle lui dit de s'occuper de ses affaires et s'en va, entraînant son ami avec elle. Son ego brisé, le gars révèle qu'il connaît ses sentiments pour Lin Luo et la menace. Transition vers les plaines des rats démons, une zone de départ remplie de rats géants hideux. Et qui est là point, Lin Luo, en tenue de prêtre étonnamment propre.
Il pense que c'est l'endroit parfait pour tester ses compétences profondément contraires à l'éthique. Il est totalement concentré, prêt à déchaîner une torture thérapeutique. À proximité, des professionnels tentent de recruter pour une équipe de nettoyage de rats, et ils cherchent un prêtre, ignorant que le soigneur le plus impie est juste derrière eux. Une femme en cape rouge propose de faire équipe et de protéger le petit frère. Mais Lin Luo refuse net, préférant travailler seule. Son amie en armure demande pourquoi, et elle dit juste qu'elle a trouvé un gamin intéressant. Elle est intriguée par son absence totale de peur, notant son calme par rapport aux autres recrues. Décidant qu'il n'est qu'une quête secondaire, ils partent chasser un monstre spécial. Ailleurs, un autre groupe se fait massacrer par les rats, perdant déjà du sang. Lin Luo, lui, se cache derrière un arbre, ciblant sa première victime. Un check rapide révèle que ces rats sont costauds, avec un virus et des tactiques de meute. Il comprend pourquoi les gens forment des groupes, mais teste sa propre marque de soutien. D'un geste, il lance technique d'écorchement, et le rat explose. Notre gars est choqué. Sa compétence mutée permet à un prêtre d'abattre un monstre seul. Repérant un autre rat, il teste son nouveau jouet. Il lance fièvre sanglante, et le sang du second rat bout jusqu'à l'éclatement. Un écran LVUP apparaît, et il voit les avantages du farm en solo. Il vérifie ses stats et a 4 points à attribuer. Comme il est prêtre, il met tout en mental pour un maximum de puissance. Pour le test final, il lance douleur renforcée sur un rat en pleine forme. Il attend les cris d'agonie, mais obtient un silence total. Le rat Queen, tout va bien, car on ne peut pas doubler une douleur égale à 0. Les maths, c'est dur. Et le rat, très en colère et nullement souffrant, se jette sur lui. Le rat bondit, mais Lin Luo l'achève avec technique d'écorchement. Il réalise que son attaque est trop forte pour que le combo de douleur fonctionne sur ses petites proies. Après un peu plus de contrôle antiparasitaire, le champ est jonché de cadavres. Et ainsi, notre gars atteint le niveau 10, gagnant de nouveaux points. Il est satisfait, ayant atteint le niveau 10 en seulement 6 jours de farm en solo, ce qui signifie qu'il peut choisir une nouvelle compétence dans son arbre maudit. La prochaine option est gastro-entérite aiguë, car rien ne vaut une intoxication alimentaire armée pour un prêtre. Soudain, un cri beaucoup plus fort résonne dans la forêt, et un roi rat massif apparaît, visiblement mécontent du récent génocide. Lin Luo se dit qu'il a peut-être un peu forcé sur le nettoyage de la zone. Le boss bondit immédiatement, le forçant à esquiver pour sauver sa peau, ses griffes frôlant son visage, un peu trop près pour être confortable. Mais il tient bon, prêt à tester ses compétences sur une vraie cible. Il prépare ses sorts ignorant la défense, prêt à donner une très mauvaise journée au boss. Un combo de fièvre sanglante et douleur renforcée frappe le boss, le faisant hurler. Il s'émerveille de voir un boss niveau 15, normalement pour un groupe, se faire détruire en solo. Depuis les buissons, des spectateurs rient, pensant que le boss est juste faible. Lin Luo, lui, louche déjà sur le butin qu'il va récupérer. Soudain, une escouade de la Guild Starcy arrive et lui dit de dégager. Notre gare beste là entouré de magie noire, et leur offre un sourire très impie. Lin Luo reste calme, absolument pas dérangé par la guilde qui tente de voler son kill. Et pendant qu'il lutte avec le boss affaibli, il profite du spectacle, faisant s'inquiéter les membres de la guilde plus pour lui que pour le monstre. Mais il leur fait un signe de paix provocateur, ses intentions étant totalement bonnes. Le chef leur crie de se préparer, totalement ignorant de la menace réelle, quand soudain un des sbires se prend le ventre, sentant quelque chose d'un peu gazeux. Son visage se contorsionne dans l'agonie alors qu'il réalise qu'il ne peut plus se retenir. Et voilà, les débuts explosifs de la gastro-entérite aiguë. Ses coéquipiers regardent avec horreur alors qu'il est propulsé par sa propre arme biologique, ce qui transforme la zone en un nuage de gaz toxique, pire qu'une bombe à poison, laissant un autre gars tellement distrait par la puanteur que le roi rat lui saute dessus. Et Lin Luo mène un écouteur, profitant de la symphonie de souffrance qu'il a composée, se levant même pour commenter à quel point tout le monde semble passer un bon moment. Avec le chef de guilde se tordant au sol, notre gars décide qu'il est temps de conclure, déchaînant son combo signature d'intensification, de douleur et d'explosion cutanée. L'explosion résultante est dévastatrice, balayant tout sur son passage. Au milieu des décombres, il jubile d'avoir pris le kill et atteint le niveau 11. Le butin est fantastique, incluant de l'équipement et un nouveau livre de compétences, qu'il note comme un drop ultra rare, devinant que le solo booste les chances. Et après avoir examiné un nouvel anneau, il apprend que les passifs d'équipement ne mutent pas. Il a un nouveau livre, transmission de virus, évidemment. Le système commence à l'absorber avec cette lueur corrompue familière. Et boum, transmission de virus devient éclosion de peste noire, un sort de rang A. Lin Luo lit les petits caractères, réalisant qu'il vient d'armer l'une des pires pandémies de l'histoire. Avec un sourire totalement détraqué, il prévoit déjà de le combiner avec son doubleur de douleur. Après avoir rangé son butin, il est assez satisfait de sa journée de génocide. Mais un son étrange de craquement déchire l'air. Il voit une faille s'ouvrir, reconnaissant un royaume secret. C'est un donjon de difficulté difficile, non découvert, verrouillé pour les niveaux 10-15. Ces endroits sont des trésors scellés en attendant que quelqu'un tombe dessus. Lin Luo se tient devant le portail, sachant que plus le donjon est dur, meilleur est le butin.
Cependant, difficile, c'est un peu beaucoup pour un solo, même pour lui. Il ne peut pas risquer de partir chercher de l'aide, quelqu'un volerait sa trouvaille. Donc, avec un classique au pire, qu'est-ce qui pourrait arriver? Il plonge dedans. Au moment où il disparaît, ce groupe de pros arrive, tout juste sorti d'une mission. La femme en cape rouge repère immédiatement l'entrée du nouveau royaume secret. Toute l'équipe est surexcitée, pensant avoir touché le jackpot. Mais il y a un hic, ils sont trop haut niveau pour entrer, ils décident donc de vendre l'info. Leur chef, cependant, surenchérit sur place, offrant 4 millions pour se l'approprier. Ses coéquipiers regardent en état de choc alors qu'elle se prépare à suivre Lin Luo. La chef ne s'inquiète pas, disant qu'elle réserve ce donjon comme cadeau pour sa nièce. À l'intérieur, Lin Luo trouve une grotte pleine de lézards démoniaques gardant un hôtel écarlate. Il a sa mission, nettoyer la grotte, et réalise que c'est bien plus dur que les plaines. Un check rapide révèle que ces lézards de niveau 15 sont des tanks pour des monstres de base. Leur stat étant presque la moitié de celle du roi rat, une pensée vraiment rassurante. Sa cachette est compromise quand les lézards sifflent et le verrouillent. Ils chargent, leur sens étant bien plus aiguisé qu'il ne l'avait prévu. Alors il décide de les accueillir avec sa marque de magie sacrée, déchaînant un combo qui fait exploser un lézard par les deux bouts. Et l'odeur résultante est si mauvaise que même notre gars doit se boucher le nez. Il réalise qu'il ne peut plus utiliser ce sort ou il mourra étouffé dans son nuage toxique, ce qui signifie qu'il est temps de sortir son nouveau sort de peste rang A. Pendant ce temps, hors du portail, la chef pro a rassemblé une escouade. Et sa nièce arrive, tenant un chat mignon et brillant aux capacités de soins. L'autre famille ne le réclame. D'une petite poussée, Lian Yining tombe dans le donjon, totalement inconsciente de qui s'y trouve. Dehors, l'équipe rapporte que quelqu'un est déjà à l'intérieur, donc la chef décide froidement d'attendre que le débutant inexpérimenté meure. Mais Lian Yining se demande qui a bien pu les devancer. Pendant ce temps, ce débutant est occupé à donner à un lézard un cas terminal de tout. Et après avoir nettoyé le sol avec eux, Lin Luo monte au niveau 12 dans une douche de lumière, absolument ravi de la vitesse à laquelle il gagne des niveaux dans ce donjon. Il se dit que sa peste noire n'est pas top dans les champs ouverts avec des ennemis dispersés, mais une grotte fermée et mal ventilée est le hotbox parfait. Regardant la salle principale, il sait qu'un assaut direct serait stupide, donc il décide que la meilleure façon de gagner est avec un peu de guerre biologique. Ses yeux se posent sur un lézard qui semble patrouiller la zone. Et un check révèle que c'est un lézard blanc, un monstre d'élite parfait pour son plan. Lin Luo sourit et en trouvé son patient zéro parfait pour lancer l'apocalypse, déchaînant son éclosion de peste noire sur l'élite sans méfiance. Cette énergie sombre et corrompue engloutit la créature, scellant son destin, et ses subordonnés demandent juste si leur capitaine est constipé, ce qui est une façon de voir les choses. Avec un sourire vraiment impie, Lin Luo regarde son petit porteur de peste retourner en patrouille, en voyant l'élite infectée trébucher droit dans la population simple de lézards. Il s'assoit pour méditer, sentant son virus se propager exponentiellement dans la grotte, jetant même un coup d'œil à leurs conditions de vie, notant que leur hygiène terrible fera la moitié du travail pour lui. Avec une pose vraiment impie, Lin Luo déclare qu'il est temps de lancer la mort noire, et d'un seul mot, il fait détonner la peste qu'il préparait. Une onde de choc massive d'énergie corrompue déchire toute la grotte, attrapant chaque lézard dans une explosion dévastatrice et atroce. Son flux de kills explose, accumulant une quantité insensée d'expérience. Et notre garçon peine à réaliser à quelle vitesse son niveau grimpe. Il saute directement au niveau 16 en un seul coup, une belle récolte. Entrant dans la salle principale, il repère quelques survivants gardant un hôtel. Mais l'un d'eux se tient là ayant l'air bien trop important pour être un mob ordinaire. Un scan rapide révèle qu'il s'agit d'un boss niveau 20, le prêtre lézard écarlate. Et Lin Luo comprend immédiatement qu'il possède des compétences de soin, ce qui est un gros problème. Ce prêtre pousse un rugissement furieux, canalisant une énergie sombre sinistre. Alors notre garçon décide d'interrompre son chargement avec une extrême fermeté, le frappant avec son combo signature amplificateur de douleur. Ce boss éclate comme un ballon rempli de sang, problème réglé. Il est un peu essoufflé, mais soulagé que le boss n'était qu'un canon de verre. Maintenant, il ne reste plus qu'à gérer les élites mortes vivantes et briser l'hôtel. Mais soudain, le cadavre du boss commence à pulser d'une sinistre lumière rouge, attirant les élites restantes comme des papillons vers une flamme très répugnante. Et il fusionne en une horrible abomination de chair, la situation vient d'empirer. Une vérification rapide révèle que ce golem de chair est un guerrier en furie, super, et il s'active immédiatement, s'enveloppant dans des chaînes à l'air menaçant, laissant Lin Luo complètement épuisé après le dernier combat, qui se plaint qu'un boss hybride, mage et corps à corps est de la triche à ce stade. Ce monstre ne se soucie pas des règles, rugissant alors qu'il fonce sur lui, en voyant notre garçon voler avec une attaque initiale brutale. Donc sans autre option, il sort une potion de mana, désespéré de faire le plein. Mais le monstre ne lui laisse aucun répit, se penchant sur lui de manière menaçante. Il charge à nouveau avant même qu'il puisse en avaler une gorgée.
le repoussant en plein milieu de sa gorgée. Adieu la pause tactique. Cette chose libère une attaque enchevêtrement de sang, fouettant des vrilles pourpres, forçant Lin Luo à s'enfuir tout en gardant sa potion comme si sa vie en dépendait. Alors il décide de combattre le feu par le feu, invoquant à nouveau sa compétence mort noire. Mais au lieu du bot, il pointe son bâton de peste vers un cadavre de lézard proche, infectant le corps mort avec sa magie corrompue. Ce guerrier en furie fonce vers l'avant, ignorant complètement ce mouvement étrange, et Lin Luo sourit, révélant que le boss n'était jamais sa cible de toute façon. Alors que le monstre rugit de fureur, réalisant qu'il a été piégé, et la peste détonne dans une onde de choc massive centrée sur l'autel. Les PV de Lin Luo sont critiques, mais son mana est plein, ce qui était tout le but de ce jeu risqué. Ce monstre rugit qu'il est intouchable. Mais Lin Luo sourit, lui disant de regarder autour de lui, révélant que sa vraie cible n'était jamais le boss, mais le champ de cadavres. Et avec tout son mana, il se prépare à faire détonner chacun d'entre eux, promettant un festin viral, alors que les corps morts commencent à briller. Cette explosion de peau massive jaillit du sol, arrosant le boss d'une pluie de gore infestée par la peste, et le virus concentré déchire son corps muté. Avec ça, il atteint le niveau 20, entouré d'une glorieuse pluie de butin, abandonnant immédiatement un marteau pour un nouveau bâton doré qui lui va parfaitement. Puis il vérifie ses nouvelles compétences et découvre la technique d'Alzheimer. Oui, vraiment. Lin Luo est sincèrement préoccupé par ses pouvoirs de plus en plus ridicules, alors il apprend Influenza à la place. Après cette crise existentielle, il est temps de récolter tout le butin des monstres pour l'argent. Et il utilise même son nouveau bâton pour invoquer des sbires lézards pour le travail manuel, qui brise rapidement l'autel, révélant une étrange rune brillante. Cette chose est une rune démoniaque, un objet améliorable et le plus gros prix du donjon. Avec l'autel détruit, un message « Royaume secret terminé » apparaît enfin et il obtient une récompense finale, incluant un mystérieux objet 13e contrat. Ce que Lian Yining le reconnaisse, sa mâchoire touchant presque le sol. Elle se précipite, inquiète, mais il lâche négligemment qu'il chassait en solo. Puis il essaie de partir, disant qu'il a du butin à vendre et des choses à faire. Alors que Lian Yining le poursuit, les gardes du corps se moquent de son histoire de chasse en solo. Sa tante ricane, ordonnant à ses hommes de garder l'entrée désormais inutile. Juste à ce moment, un garde signale que portail du royaume secret est littéralement en train de disparaître. Lin Luo regarde en arrière, un air silencieux de « Ouh, j'ai cassé ton jouet » sur son visage. Et la tante fait enfin le lien, réalisant qu'il a tout nettoyé tout seul. Pendant ce temps, Lian Yining finit par le rattraper dans les bois. Elle explique que les gardes du corps étaient l'idée de sa tante et qu'elle le croit totalement. Il se fiche de ce qu'il pense, alors elle demande à faire équipe pour l'examen scolaire. Cet examen est une grosse affaire, avec des épreuves solo et d'équipes déterminant l'avenir universitaire. Lin Luo essaie de la dissuader, se qualifiant de humble rang D, mais elle insiste. Trouvant la situation un peu étrange, il accepte maladroitement de faire équipe avec elle. Plus tard, chez lui, Lin Luo est assis avec une récolte massive après avoir vendu son butin. Il vérifie son solde et réalise qu'il a gagné plus d'un demi-million de yuan d'un coup, une somme ridicule. À cet instant précis, il entend une clé tourner dans la serrure de sa porte d'entrée. La porte s'ouvre et c'est son pote, se demandant où il était passé. Donc Lin Luo glisse simplement une boîte de butin, suscitant la question logique de savoir qui il a volé. Il clarifie qu'il était juste en train de farmer et propose de faire équipe pour le grand examen. Et son ami propose immédiatement de l'appeler Papa, ce qui lui vaut un coup au visage. Pendant ce temps, dans une maison beaucoup plus chic, quelqu'un se fait réprimander pour avoir refusé l'offre d'une famille importante. Et c'est Lian Yining, dont la famille est furieuse qu'elle ait rejeté l'héritier de classe S Dongfang. Elle rétorque que Lin Luo est bien meilleur, ayant nettoyé tout un donjon seul, mais sa tante ricane, révélant que Lian Yining lui a dit qu'il n'était qu'un prêtre de rang D, ce qui met son père en rage, pensant qu'elle le traite comme un imbécile. Cette tante, cependant, semble reconsidérer, admettant que le gamin doit cacher une sacrée puissance. Alors son père s'en va, leur disant de faire ce qu'ils veulent. Le jour de l'examen arrive à la tour d'épreuve, qui est essentiellement une tornade géante de poussière, où une journaliste aux cheveux roses est en direct, faisant la promotion de l'évaluation des nouveaux étudiants. Elle explique les règles de la tour. Atteignez le 20e étage et vous êtes officiellement un génie. Puis la diffusion met en avant les meilleurs espoirs, dont quelques prodiges de classe S. De retour avec notre équipe, le pote de Lin Luo panique à propos de leur 3e membre manquant, juste au moment où Lian Yining arrive pour compléter leur groupe. Son ami est complètement stupéfait qu'il fasse équipe avec la beauté de la classe, mais Lin Luo est très sérieux. Regardant d'en haut, l'un des prodiges de classe S, Dongfang He, a l'air très peu impressionné, et il bout de rage que Lian Yining l'ait rejeté, la traitant d'idiote. Le laquais de Dongfang He lui présente une nouvelle recrue pour l'examen, et le prodige de classe S flex immédiatement en récitant toute l'histoire de ce fiche du classement. Elle est là pour le grand prix, un artefact magique mondial. À ce moment-là, un rayon de lumière massif signale que l'examen commence officiellement, et tout le monde est téléporté dans la tour d'épreuve, qui ressemble à un mixeur à terre.
L'équipe de Lin Luo atterrit au premier étage, un terrain vague grouillant de monstres, où un comité d'accueil de bêtes grognantes leur fonce immédiatement dessus. Son pote est hyper excité de montrer ses compétences, l'air beaucoup trop impatient. Mais Lian Yining lui coupe l'herbe sous le pied, ses yeux brillants, alors qu'elle prépare une attaque de givre. Elle libère une onde de glace massive, gelant toute la horde en un seul mouvement, puis dit à Lin Luo de rester en arrière pendant qu'elle le protège, lui volant complètement la vedette. Cette tour d'épreuve s'allume étage par étage, un phare de souffrance étudiante. À l'extérieur, des responsables expliquent les règles. Allez vite, obtenez une bonne note, simple. Et quelqu'un a déjà atteint le 7e étage, fixant un rythme effréné. Les commentateurs ne sont pas surpris que les prodiges de classe S mènent la danse, mais ils sont choqués de voir l'équipe de Lian Yining en position menée par une mage de glace. Puis ils repèrent Lin Luo juste en train de chier à l'arrière, le qualifiant immédiatement de perdant. Lin Luo dit simplement à Lian Yining qu'il est un prêtre vulnérable, qui a besoin d'être protégé. Quel gentleman. Ailleurs, des étudiants au hasard sont pleins de jalousie, car Lin Luo fait équipe avec la déesse de l'école, tandis qu'un prodige rival les écarte, disant que Lian Yining porte juste 2 poids morts. Cette femme, Murong Juen, reconsidère, sachant que le perdant est le gars qui a nettoyé un royaume secret. Pendant ce temps, la tour devient sérieuse, avec des étudiants qui se font détruire et appellent des médecins. Et la foule note le pic de difficulté, se demandant si quelqu'un peut battre le record de la ville. Apparemment, après le 15e étage, les caméras sont brisées, donc c'est une boîte noire totale. Juste alors, l'équipe de Lian Yining plonge dans le classement, traînée par ses coéquipiers inutiles. Sur le champ de bataille, l'équipe est à bout de souffle, entourée par les restes glacés de leur combat. Lian Yining atteint ses limites, se demandant si elle peut continuer. Son pote lui fait un discours motivant, admettant qu'elle les a portés jusqu'au 19e étage. C'est là que Lin Luo se lève enfin, annonçant que c'est à son tour de prendre les devants. Son ami le soutient immédiatement, disant à une Lian Yining confuse que ce gars est sérieux. Il vérifie les statistiques de l'équipe et sa mâchoire tombe. Lin Luo est niveau 26, une toute autre ligue. Lin Luo demande nonchalamment à Lian Yining de dégeler l'un des monstres, expliquant que son plan machiavélique est de le laisser partir et de voir ce qu'il fait ensuite, parce qu'il ira certainement chercher des renforts, ce qu'il veut précisément. Intriguée, elle accepte, voulant voir le pouvoir qu'il cachait depuis le début. Cette bête brise sa prison glacée avec un rugissement furieux, et s'enfuit immédiatement, courant vers les collines comme si sa vie en dépendait. Pendant une fraction de seconde, Lin Luo a l'air d'avoir fait une erreur, jusqu'à ce qu'une armée entière de monstres apparaisse sur la crête, répondant à l'appel. Son pote est complètement désorienté alors que la horde les encercle. Mais Lin Luo repère quelques silhouettes regardant depuis une falaise proche. C'est un trio de saboteurs, regardant avec suffisance leur plan attirer les monstres. Alors qu'une bête s'élance vers Lian Yining, elle réalise qu'elle est trop lente pour bloquer. Mais l'attaque est soudainement interceptée, la laissant complètement stupéfaite. Il s'avère que Lin Luo vient d'invoquer sa propre armée personnelle d'hommes lézards, qui charge immédiatement vers l'avant pour affronter la horde arrivante. Ses coéquipiers sont bouche bée, un prêtre avec une compétence d'invocation est du jamais vu. Sur la falaise, les saboteurs voient leur plan de génie tomber à l'eau, voyant encore plus de monstres affluer dans la zone, pensant que leur travail est terminé. Convaincus que leurs rivaux sont finis, le trio décide de les laisser pour morts. En bas, cependant, la population de Monstress a explosé et l'équipe est en grand danger. Lin Luo s'avance enfin, annonçant que c'est son coup. Il libère la mort noire, oblitérant instantanément un monstre, et la malédiction se répand comme une traînée de poudre dans la horde. Ses coéquipiers regardent les notifications d'XP exploser complètement, mais Lin Luo déclare que ce petit massacre ne suffit pas du tout, voulant couvrir tout l'étage avec sa peste, qui forme un vortex terrifiant de magie noire au-dessus d'eux. Ce sort s'abat, éliminant tout et accumulant encore plus de points, laissant son pote se demander s'il a une sorte de compétence de poison. Mais Lian Yining sait que ces monstres résistent au poison, alors Lin Luo précise que c'est une maladie. Il explique que c'est un virus qui infecte les cellules presque instantanément. Et oh oui, c'est super contagieux, des milliards de virus par gobelin. En fait, pendant ce temps, les saboteurs rient, supposant que notre équipe est de la nourriture pour monstres, alors que leur chef leur dit d'arrêter de traîner et de trouver la sortie. Mais ils s'arrêtent soudainement, remarquant que le ciel devient étrangement nuageux, regardant en haut en totale confusion devant cet étrange phénomène, juste au moment où ils repèrent le nuage de peste géant et sinistre se dirigeant droit vers eux. Les saboteurs prennent une bouffée de peste, s'étouffant et se demandant ce qui arrive. Et ce n'est pas seulement eux, d'autres étudiants à travers l'étage hurlent alors que l'infection se prend. Donc le chef saboteur appuie sur le bouton de panique, décidant de quitter l'examen avant de mourir. À l'extérieur, une vague d'étudiants malades est expulsée sans cérémonie de la tour, tandis que les anciens commentateurs prédisent que les prodiges de classe S briseront l'ancien record. Ils deviennent philosophiques sur la dangerosité du monde, espérant que cette nouvelle génération pourra gérer.
et un gars révèle que le Grand Prix n'est qu'un artefact endommagé. Un moyen bon marché mais efficace de motiver les gosses. Un responsable âgé les coupe soudainement, pointant frénétiquement la tour elle-même, car ils ont enfin remarqué qu'un brouillard empoisonné, massif, a englouti le 19e étage. À ce moment-là, les étudiants commencent à être éjectés de la tour comme du pop-corn. Hâte qui sont passés devant sont en sécurité, une bénédiction pour eux. En parlant de cela, l'équipe de Dongfang-e déambule tranquillement à travers un désert de 1000 pattes géants morts. Tous en sécurité à l'intérieur d'une bulle protectrice alors que ses laquais le félicitent d'avoir apporté un objet anti-poison. Dongfang ricane, vantant que les renseignements de sa famille l'ont préparé à tout, totalement inconscient de la vraie peste en dessous. Son laquais est occupé à faire des courbettes, mais Dongfang-e admet que Murong Xuen est probablement de leur niveau. Bien qu'il soit convaincu qu'elle a déjà atteint ses limites, quel dommage. Ailleurs, l'équipe de Murong est totalement submergée par des insectes monstres géants, et elle doit lancer un bouclier sacré juste pour sauver l'un de ses coéquipiers, qui dévie à peine une attaque massive de pinces venant d'en haut. Le gars en armure panique, se plaignant que les monstres semblent les cibler spécifiquement. Soudain, une coéquipière propose de prendre le relais pour que Murong puisse économiser ses forces, ce qui pousse le gars en armure à la traiter de traîtresse, hurlant que Dongfang ne fait que l'utiliser. Elle perd totalement les pédales, insistant sur le fait que Dongfang est sincère et qu'il est juste jaloux, son délire est bien réel. Cette fille dit ensuite à Murong qu'elle ne l'a jamais battu en rien, mais qu'elle va gagner le cœur de cet homme. Murong, qui se fiche éperdument de ce drame, dit simplement qu'ils sont qualifiés et qu'ils peuvent s'arrêter là, jurant de prendre le trône de Dongfang-e lors de la prochaine étape de l'examen. De retour avec l'équipe de Lin Luo, ils arrivent à l'entrée du 20e étage, l'air totalement rafraîchi, et son pote est tellement surexcité qu'il suggère d'aller au 50e étage juste pour le plaisir. Lian Yining, toujours stratège, déduit correctement que sa compétence de peste a ses limites contre les monstres de haut niveau. Et Lin Luo le confirme, ajoutant qu'elle n'est pas très efficace dans les zones ouvertes et bien ventilées. Son ami mentionne ensuite que sa peste a aussi éliminé un tas d'autres étudiants, qui réalisent soudain qu'il pourrait s'être fait quelques ennemis aujourd'hui. Lin Luo se contente de sourire, demandant ce que signifie même offenser quelqu'un, avant de se lancer dans un discours sur le fait que les faibles périssent et que c'est un mardi ordinaire pour un pro. Ses coéquipiers sont désormais prêts à tout, jurant de soutenir Lin Luo quoi qu'il arrive. Ils arrivent au 20e étage, un enfer tropical grouillant de nouveaux monstres. Soudain, une volée de rochers surgit de nulle part, bombardant les créatures en contrebas. Cet impact soulève une explosion massive de sable et de poussière, révélant leurs potes debout sur une falaise, essayant activement de chercher querelle à tout l'écosystème. Il les supplie pratiquement de l'attaquer, une leçon magistrale sur comment se faire dévorer. Son plan fonctionne un peu trop bien, car tout l'étage, y compris les créatures volantes, se jettent sur lui et il regrette immédiatement tout. Il rampe vers Lin Luo pour obtenir de l'aide, qui se moque de lui car il est trop maigre pour être un bon repas. À ce moment-là, un monstre plonge droit vers la tête de Lin Luo pour être accueilli par une entaille massive d'énergie glacée. Lian Yining bondit devant pour le sauver, libérant une énorme vague de glace. Elle déclare férocement que tant qu'elle est là, personne ne touche à Lin Luo. Avec son nouveau garde du corps qui tient la position, notre gars décide calmement qu'il est temps de travailler. Il libère à nouveau la peste noire et un pilier terrifiant de magie pestilentielle surgit du sol. À l'extérieur, les officiels célèbrent le fait que 2 équipes ont battu le record de la ville, tout en étant déçus que Murong Xuen ait abandonné tôt. L'un d'eux philosophe en disant que cet échec est juste un exercice de renforcement du caractère pour elle. Un ancien mentionne ensuite un prêtre légendaire qui est parti de rien, établissant un parallèle très évident. Leur petite discussion est interrompue par un garde paniqué qui arrive en courant avec un rapport urgent. Il explique frénétiquement qu'un nuage toxique est apparu au 19e étage et se propage vers le haut. Cette peste a déjà consumé 5 étages et éliminé 3000 étudiants, un nouveau record bien plus sinistre. Les officiels s'activent tandis que les médecins évacuent les victimes de la peste. Et l'un des supérieurs demande un décompte de ceux qui restent là-haut, il en reste moins d'une centaine. Un homme en costume devine correctement qu'il ne s'agit pas d'un monstre boss aléatoire, mais d'un sabotage, ce qui amène son collègue à se demander s'il y a des traîtres parmi les étudiants. Ensuite, on a droit à un bref historique sur les déchus, des gens qui ont renoncé à l'humanité, qui sont essentiellement des cultistes de l'Apocalypse pensant que servir un dieu démon est la seule voie à suivre. Leur but est de saper l'humanité pour apaiser leur sombre seigneur, de vrais joueurs d'équipe. Mais l'homme en costume souligne que les déchus auraient juste tué tout le monde, donc il pense qu'il cible spécifiquement les rangs S. Cet ancien déclare sombrement que la tour est scellée pendant l'examen, ce qui signifie qu'ils sont complètement bloqués à l'extérieur. Il place sa foi dans les jeunes encore à l'intérieur, espérant qu'ils sont assez forts pour riposter. Pendant ce temps, l'équipe de Lin Luo se dirige tranquillement productrice, et c'est aussi terrifiant que ça en a l'air.
Les 3 autres sont juste un best-of des MST, ce prêtre est un risque biologique ambulant. Et bien sûr, notre gars décide qu'il va absolument toutes les apprendre. Ses coéquipiers sont légitimement préoccupés par le sourire effrayant et pervers sur son visage. Quand Lian Yining lui demande ce qu'il a appris, il lui dit simplement qu'il vaut mieux pour sa santé mentale qu'elle ne le sache pas. Elle change rapidement de sujet, lui rappelant qu'il peut obtenir une 2e classe de travail maintenant qu'il est niveau 30. Lin Lu accepte, sortant un livre spécial pour un transfert de travail caché qu'il gardait précieusement. Lin Lu active le livre de travail caché, obtenant un choix entre 2 classes exclusives. Et les options sont Docteur Malin ou le Seigneur Sombre, dont il n'a jamais entendu parler. Ce Seigneur Sombre est un nécromancien complet, maître des morts vivants, mais il n'est pas fan de toute la partie se transformer en squelette. Alors il jette un œil au Docteur Malin, qui vient avec chirurgie irresponsable, une opération aléatoire et dangereuse. Ce qu'il réalise être essentiellement une boîte à butin où quelqu'un d'autre subit les conséquences, il n'a que le plaisir. Notre gars est absolument séduit par l'idée du chaos sans responsabilité, donc il choisit Docteur Malin et obtient immédiatement une nouvelle quête. Sa mission est de tuer un boss humanoïde de niveau argent et de voler son cœur en 1 mois, ce qui signifie qu'il est temps de dire à ses coéquipiers qu'ils vont se séparer. Ils proposent tous 2 immédiatement leur aide, arguant que c'est bien trop dangereux d'y aller seul. Mais il explique que la cible est au 30e étage et que c'est un boss humanoïde, leur disant qu'un groupe de 3 est une trop grosse cible et qu'il ne peut pas les protéger. Son pote est juste reconnaissant à travers la horde, libérant une sorte de compétence de tonnerre fantôme, qui creuse une tranchée massive à travers le canyon et élimine tout un tas de monstres, permettant à l'escouade nouvellement formée de faire un sprint désespéré vers la sécurité. Et il repère enfin la sortie, un portail commodément situé dans un lac de lave géant. Mais juste au moment où il s'approche, tout le lac commence à bouillir et à entrer en éruption, révélant une bête de lave massive et cornue qui les attendait clairement. Une vague de magma projette immédiatement l'un des coéquipiers, qui ne passe pas une bonne journée, et il l'identifie comme le roi des chiens de l'enfer, le boss de l'étage qui était censé dormir. Dongfang He explique que le boss le cible à cause de son dragon de compagnie, disant à l'épéiste de courir. Mais l'épéiste refuse de partir, disant que leur famille et leur rivalité signifient qu'ils restent pour se battre. Une fois cela réglé, les 2 rangs S chargent droit sur le monstre de lave géant, libérant leurs attaques les plus fortes. Dans un affrontement désespéré à 2 contre 1, de retour aux étages inférieurs, les anciens coéquipiers de Lin Luo s'éloignent de l'entrée de la tour, où Lian Yining rougit d'avoir tenu sa main, tandis que son pote commence immédiatement à l'appeler belle-sœur. Elle essaie d'ignorer cela et de s'inquiéter pour la sécurité de Lin Luo, mais les taquineries sont incessantes et elle n'est pas amusée. Tang Cheng commence à lâcher le morceau, révélant que Lian Yining a écrit une lettre d'amour à Lin Luo au lycée. Et elle est totalement déconcertée, admettant qu'elle pensait qu'il ne l'avait jamais vue. Il s'avère que Lin Luo traversait des moments mentaux bizarres à l'époque, donc il n'a jamais rien remarqué. Pendant ce temps, 2 autres étudiants sortent de la tour en ayant l'air d'avoir lutté contre un mixeur. Les spectateurs sont surpris de voir que même l'équipe d'élite de Dongfang He perd enfin des membres. Ces survivants rencontrent le groupe de Lian Yining, et un gars blond l'interpelle immédiatement. Mais il devient un peu trop familier, poussant Tang Cheng à l'appeler belle-sœur et à devenir protecteur. Ce type blond fait un court-circuit total à ce commentaire, son cerveau résonnant pratiquement de confusion sur toute la place. Imperturbable, Tang Cheng leur dit d'ignorer le fan et d'attendre simplement Lin Luo. Ce type blond finit par sortir de sa torpeur, exigeant de savoir ce qu'il voulait dire par là. Son pote en rajoute une couche sur les taquineries, tandis que Lian Yining menace de les faire taire tous les 2. Cela envoie le rival jaloux dans une crise de colère totale, qualifiant Lin Luo de déchet de Randé. Il se met en face de Tang Cheng au milieu de sa tirade. Il dit ensuite à la grande gueule d'ouvrir ses yeux de chien et de regarder le classement. Et le tableau montre clairement que Lin Luo est déjà au 27e étage, à des kilomètres devant eux. La vision du monde de ce type blond s'effondre, refusant de croire que c'est même possible. D'autres étudiants sont tout aussi déconcertés, criant immédiatement aux tricheurs, car un prêtre ne peut pas être aussi fort. À ce moment-là, 2 officiels arrivent pour informer le type blond que la garde de la ville adjointe veut lui parler. Ce rival blond est escorté dans un bâtiment à l'air très officiel pour une petite discussion, et il panique intérieurement, réalisant qu'il est interrogé par des poils courtes très sérieux. Un ancien lui demande s'il a vu quelque chose d'inhabituel sur le chemin du retour, comme, disons, un nuage de poison géant. Mais le gamin nie avoir vu le moindre brouillard, se plaignant plutôt qu'un boss s'est réveillé et a gâché sa course. Avec cela, les officiels confirment que la peste noire était un travail extérieur causé par un étudiant ou un déchu. Un étudiant masqué rapporte ensuite que la peste s'est arrêtée au 26e étage, mais que quelqu'un d'autre vient d'atteindre le 27e.
Intrigué, le conseil des anciens demande à savoir qui est ce mystérieux grimpeur. Et le gars masqué lâche la bombe, c'est Lin Luo, un prêtre de Randé. Cette nouvelle brise complètement leurs esprits, car même Lian Yining ne devrait pas être capable de porter un Randé aussi haut. Notre ami blond commence immédiatement à hurler aux tricheurs, soulignant que l'équipe de Lin Luo a survécu à un chevalier de niveau C. Mais le responsable en chef met fin à cela, disant qu'aucune quantité de triche ne peut expliquer le succès d'un prêtre. Ses collègues commencent à lancer des théories. Peut-être que Lian Yining a une compétence secrète, ou peut-être que Lin Luo est un traître. Le verdict est tombé. Il lance une enquête complète sur notre gars Lin Luo. Pendant ce temps, Lian Yining discute avec une femme en rouge qu'il appelle Ninger, clairement une parente. Cette tante fait immédiatement le rapprochement, devinant que la peste noire est l'une des compétences de Lin Luo. Elle explique sa logique, son équipe était immunisée, et il est faibli est une mise à mort gratuite. Ce boss enragé libère une explosion magique massive droit sur lui. Mais Lin Luo le frappe avec la maladie d'Alzheimer, une compétence qui vous fait littéralement oublier vos compétences. Sa propre attaque se retourne comme un dotement, lui, explosant en plein visage. Alors il dit avec suffisance au boss qu'il a un autre paquet en route. Il libère ensuite tout un cocktail de ses plus grands hits de MST sur le monstre, l'appelant un paquet de douleur exclusif et espérant que le boss passera un moment terrible. Ce monstre se tord absolument dans l'agonie, son corps commençant à s'effriter, complètement submergé et incapable de faire quoi que ce soit d'autre que souffrir. Et maintenant ses yeux brillent d'une rage pure et non adultérée. Lin Luo a soudain un mauvais pressentiment, se demandant s'il entre dans un état de berserk. Mais c'est une totale fausse alerte. Le boss essaie juste de s'enfuir, quel lâche. Lin Luo provoque le boss, le traitant de chien pour avoir essayé de lui faire un coup bas. Puis il le frappe avec une toute nouvelle compétence, la confusion mentale, qui force essentiellement la cible à devenir folle et à attaquer tout ce qui bouge, amis ou ennemis. Alors le roi des chiens de l'enfer se retourne immédiatement contre ses propres sbires, perdant complètement les pédales. Et sa propre meute est juste déconcertée, demandant essentiellement « Mec, c'est quoi ce délire ?» Avec cela, le boss atomise sa propre sauvegarde, tandis que Lin Luo s'éloigne nonchalamment de l'explosion. Cette mise à mort lui donne un gain d'XP massif, un niveau de plus, et tout un tas de butins des restes squelettiques, y compris un cristal magique, une compétence de bouclier de flamme et une dague de niveau argent. Il se dit qu'il doit être le premier à le tuer, car personne d'autre ne prendrait la peine de poursuivre un boss qui s'enfuit. Avec seulement 2 heures restantes à l'examen, il se dirige vers le portail. Sa vraie mission au 30e étage l'attend. Mais la femme blonde n'est pas intéressée par les habitués du haut du classement. Mais le rapport a une surprise. Un prêtre de rang D vient d'atteindre le 28e étage. Et elle est absolument stupéfaite. Elle connecte rapidement les points, réalisant que ce prêtre de l'équipe de Yining est probablement la source de ce brouillard empoisonné. Son assistant rappelle comment Lian Yining, une fille simple d'une grande famille, a son œil sur le potentiel élevé Lin Luo. Et quand on lui demande si c'est un rival, la femme blonde ricane, disant qu'un petit brouillard de virus n'est rien de spécial. Mais elle admet que si ce prêtre de rang D a plus de tours dans son sac, les choses pourraient devenir excitantes. À l'extérieur de la tour, les ragots vont déjà bon train. Tout le monde traite Lin Luo de tricheur pour avoir grimpé si haut tout seul. Lian Yining défend férocement Lin Luo, mais Tang Cheng lui dit d'économiser son souffle pour les haineux. Sa tante pense déjà plus grand, disant qu'il pourrait briser des records et devenir un champion national. Elle explique que le meilleur niveau de leur ville est le 26e étage, tandis que le record de la capitale est un stupéfiant 29e, qui a été établi par un nécromancien légendaire dont le clan a été mystérieusement anéanti. Aïe! Cette tante balaye simplement cette sombre histoire, vantant un grand prix appelé la merveille du monde, dont, bien sûr, personne n'a entendu parler, alors elle explique que c'est la récompense ultime pour le gagnant de l'examen. Juste à ce moment-là, un enseignant arrive en courant, totalement époustouflé qu'ils aient réussi à nettoyer le 26e étage. Et elle les avertit que chaque famille puissante et officier de la ville pose maintenant des questions à leur sujet. Mais Tang Cheng fait juste un pouce levé, disant que le plan directeur de Lin Luo est de prendre toute la chaleur lui-même. Pendant ce temps, la tour elle-même se profile en arrière-plan, aussi menaçante que jamais. Et au 28e étage, nous trouvons un tout nouvel enfer, rempli de harpies et d'arbres assoiffés de sang, où Dongfang He, l'autre rang S, a l'air absolument épuisé par un combat brutal. Il est furieux que les monstres aient failli tuer son dragon, se demandant s'il a enfin atteint sa limite. Mais il se ressaisit rapidement, jurant de surpasser l'ancien record pour l'honneur de sa famille. Juste au moment où il est sur le point de bouger, une harpie le repère depuis une falaise. Et elle plonge droit vers le bas pour le tuer, serres étendues, pour soudainement s'arrêter en plein vol, l'air complètement distraite par autre chose. Dongfang He est totalement confus, car il pensait être la seule personne restante à l'étage. Alors il regarde prudemment par-dessus son épaule, essayant de comprendre ce qui se passe, et voit que les harpies sont toutes liées et se battent entre elles, un style de combat qui semble étrangement familier. Dongfang He tombe sur une scène tout à fait bizarre.
Des harpies sont ligotées par d'étranges lianes rouges. Il se demande si c'est un combat ou une fête de monstres assez louche. Soudain, une pensée horrifiante lui traverse l'esprit. Car voilà Lin Luo, déambulant dans ce chaos comme s'il était chez lui. Il admire son travail, qualifiant sa compétence ratée de terriblement efficace. Mais il est pressé par le temps, pas le moment de farmer, quoi que ce soit. Le cerveau de Dong Fang-He explose, convaincu que ce prêtre a une classe secrète tordue. Il se tourne vers son petit dragon et lui dit « Désolé, tu vas servir de boost. La créature a l'air prête à tout, car seule la victoire compte. » Lin Luo arrive au 29e étage. Un enfer gelé infesté de crapauds venimeux. Il traverse un blizzard qui gèlerait n'importe qui d'autre. Bon, peut-être pas, tranquillement il admet qu'il fait environ moins 100 degrés. Par chance, il a ce bouclier de flamme du dernier boss, et il veut voir sa mutation. Il devient le bouclier d'anticorps de phage à la pénicilline. Forcément, cela lui donne une résistance au froid permanente. Il est stupéfait par sa puissance. Avec ce nouveau passif, il prévoit déjà des virées dans la lave ou le Styx. Il laisse ses empreintes dans la neige et se dirige vers la sortie. Dong Fang-He arrive peu après, survivant au froid grâce à une pierre de feu magique. Il ordonne à son dragon d'avaler un élixir qui double sa puissance en brûlant son sang. Il chevauche son dragon dopé, criant à la bête de tuer Lin Luo. Le monstre bondit, une traînée d'écailles rouges et de pure rage. Lin Luo esquive l'attaque surprise en sautant par-dessus la glace. Il lance à son rival un regard qui veut dire « Tu te moques de moi ». Il est perplexe, se demandant pourquoi un dragon est à cet étage de crapaud. Puis il comprend, c'est le fameux prodige de rang S, Dong Fang-He. Déconcerté par cette attaque gratuite, Lin Luo invoque des hommes lézards. Il envoie ses sbires droits sur la face du dragon. Ils s'y accrochent, griffant et mordant de toute leur force. Mais Lin Luo sait qu'ils ne sont qu'une distraction, trop faible pour gagner. Le dragon rugit et les secoue comme de simples mouches. Ses invocations anéanties, Lin Luo réalise que Dong Fang-He est caché tout près. Il a alors un plan brillant, utiliser l'animal pour trouver le maître. Il frappe le pauvre dragon d'une confusion mentale supplémentaire. Soudain, le dragon se retourne contre son maître, l'air totalement perdu. Il s'écrase sur la cachette de Dong Fang-He, révélant sa position. Dong Fang-He hurle à son animal de reprendre ses esprits, bonne chance pour ça. Démasqué, il décide de charger avec son dragon confus. Mais Lin Luo note que la résistance du dragon n'aidera pas son maître. Une aura rouge sinistre s'étend, prête à faire goûter le chaos au rang S. Dong Fang-He se retourne, stupéfait de voir Lin Luo planté là. Le prodige commence son monologue, disant que c'est une erreur de l'approcher. Dans un rugissement, il invoque un mur de pointe de glace géant. Il se proclame seul vrai champion en balayant son adversaire. Son frappe éclair jaune est libéré, un rayon d'énergie dorée pure. Le tout engloutit Lin Luo dans une explosion de lumière aveuglante. Contemplant le cratère, Dong Fang-He ricane qu'aucune classe ne batte un chevalier dragon, jusqu'à ce qu'une voix demande calmement « Et ton dragon ?» En bas, son animal se tord de douleur, et le gars perd les pédales. Dong Fang-He hurle, exigeant de savoir ce que Lin Luo a fait. Mais notre gars demande froidement s'il pourra encore crier, après qu'il lui ait arraché la langue, d'accord, ça vire au sombre. Vaincu, Dong Fang-He rejette la faute sur ses blessures et jure de se venger. Lin Luo se moque de ses grands airs avant de mentionner un cadeau pour le dragon. Il hausse les épaules, jugeant son changement de classe plus important, et s'en va. Au même instant, un rayon doré tire dans la gueule d'une créature invisible. Dehors, un observateur note qu'un candidat a été éliminé. Il ne reste que Lin Luo. Les autres pensent que le prêtre tricheur a été éjecté. Un gars, encore amer à cause du brouillard toxique, rallie une foule pour le tabasser. Dong Fang-He apparaît dans un flash, l'air dévasté avec son animal inerte, les faisant taire. Dong Fang-He défie la foule du regard, osant quiconque de bouger. Tout le monde est stupéfait de le voir sortir en premier, et recule, jusqu'à ce qu'un gars remarque que son dragon a connu des jours meilleurs. Son animal est prostré, l'air misérable. Dong Fang-He est dépassé. Puis, le dragon explose littéralement en un nuage de gaz vert toxique. C'est apparemment une arme biologique qui fait suffoquer tout le monde. Furieux et étouffant, Dong Fang-He jure de mettre Lin Luo en pièces pour ce cadeau. Pendant ce temps, chez les Dongfang, on découvre leur sinistre grotte. Le patriarche fait son rapport à un ancêtre, confiant que leur fils gagnera. Mais le patriarche annonce la mauvaise nouvelle. Un prêtre randé est encore dans la tour. L'ancêtre ricane, traitant le prêtre de tricheur, indigne de leur prodige doré. Il accuse le patriarche d'être jaloux, avec un avertissement sur la perte d'un petit-fils. Stressé, le patriarche nie tout en ajustant ses lunettes. C'est alors que son bracelet émet une notification urgente. Son fils a été éliminé avant le prêtre, son animal humilié publiquement. L'ancêtre est sans voix. Son petit-fils a été vaincu par une bombe puante. Lin Luo fait face à un crapaud de glace venimeux qui explose à sa mort. Se cachant derrière la glace, il prépare un sort appelé explosion cutanée. Le sort touche et le crapaud commence à craqueler et à gonfler. Il devient un ballon géant et chancelant sur le point d'éclater. Alors que le crapaud veut s'autodétruire, Lin Luo lui lance un sort rouge. Pas aujourd'hui. Le sort s'appelle Alzheimer, faisant oublier au monstre comment exploser. C'est sauvage. Il se dégonfle avec un petit sifflement lui rapportant 14 000 points d'expérience. Après le combat, il vérifie le loot, content de ne pas avoir subi l'explosion.
Il trouve une perle de poison glacé qui booste les stats à l'infini. Il devient méfiant. Un objet aussi bon aurait dû être farmé jusqu'à épuisement. Il réalise que l'explosion du crapaud détruit la perle à chaque fois. Les joueurs haut niveau ne s'en soucient pas et les faibles se font exploser. Il a découvert une mine d'or accessible uniquement à lui. Pour tester, il lance explosion cutanée sur un autre crapaud à distance. Il observe depuis une falaise un groupe qui ne se doute de rien. Le crapaud ciblé gonfle, Lin Luo attend le spectacle. Ça explose dans un fracas de glace, l'obligeant à s'abriter derrière un rocher. Il vérifie le cratère, il a l'XP, mais aucun matériau n'est tombé. Un sourire narquois s'affiche sur son visage, prêt pour le second round. Il domine une vallée pleine de crapauds, prêt pour son farming personnel. Pour être efficace, il invoque ses sbires hommes-lézards. Ils maintiennent les crapauds gonflés comme d'étranges ballons de fête. Lin Luo prépare son bâton pour lancer son sort anti-explosion sur tout le groupe. Et voilà, ils se dégonflent tous, lâchant tout leur précieux butin. Après son farming, Lin Luo se tient au milieu d'un miasme noir tourbillonnant. Cela a attiré une nouvelle horde de crapauds de glace en colère. Il révèle son plan, il les a tous infectés avec un virus de la mort noire. Il déclenche l'épidémie dans une éruption sombre à travers la vallée. Entouré d'orbes de loot, il monte de niveau, admettant que l'extermination est épuisante. Le butin est massif, il récolte 248 de ces perles de poison glacé. Il commence à les absorber, son énergie spirituelle monte en flèche. En quelques instants, sa puissance a doublé. Il aurait fallu des dizaines de niveaux. Sa rune démoniaque s'active, nourrie par toutes ces âmes de crapauds. C'est vraiment abusé. Stats, transformation en monstre et récupération de mana folle. Lin Luo est ravi, il n'aura plus jamais à s'inquiéter de sa mana. Mais une ombre massive tombe sur lui. La fête est finie. Ses yeux s'écarquillent alors qu'il lève les yeux vers le nouvel arrivant. C'est le boss de l'étage, le roi crapaud, et il est gigantesque. Loin d'avoir peur, Lin Luo sourit, impatient de tester ses nouveaux pouvoirs. Il se transforme promptement en un petit lézard de glace discret. Le boss géant fixe le petit gars, perplexe devant son apparition. Il panique intérieurement. Ce talent peut berner un boss, parfait pour l'assassinat. Il sait que son virus tuera le boss, mais il n'a pas le temps d'attendre. Depuis sa cachette parfaite, il prépare un tout nouveau combo. Lin Luo démarre son combo avec une explosion cutanée. Cela ne fait qu'énerver le roi crapaud géant. Le boss massif bondit immédiatement pour attaquer. Il lui lance un sort littéralement appelé diarrhée. C'est mesquin. Le boss reçoit une surprise piquante juste par l'arrière. Lin Luo annonce fièrement son combo et se prépare à finir le travail. N'appréciant pas, le crapaud libère un rayon de glace depuis sa bouche. Il projette une vague de projectiles gelés sur le terrain, surpassant l'attaque de Lin Luo par sa simple force brute. Il est choqué, réalisant qu'un coup direct signifie la mort immédiate. Le crapaud tire un éclat de glace concentré droit sur lui. Lin Luo dégaine sa botte secrète, la fameuse maladie d'Alzheimer. Une rafale de mains fantomatiques rouges saisit le laissant hébété. Cela lui donne l'ouverture parfaite pour une explosion cutanée dans l'œil. Debout sur un pilier de glace, il confirme avoir aveuglé le boss. Une aura sombre tourbillonne, il déclare que c'est enfin son tour. Un regard menaçant, il est prêt à en finir avec ce combat. Il invoque ses sbires hommes-lézards pour submerger la bête géante. Le boss rugit d'agonie alors qu'il rampe sur lui. Alors qu'il tente d'exploser, Lin Luo lance Alzheimer. Non, pas aujourd'hui. Boss vaincu, Lin Luo reçoit un énorme bonus d'XP et de notifications. Il est entouré de drops, dont une perle octroyant une super capacité à un parfait sort de contrôle. Vient ensuite la perle du roi de glace, réservée aux joueurs de niveau épique. Il l'absorbe, une rune lumineuse apparaît sur son front, débloquant 2 pouvoirs. Le premier, montée d'adrénaline, booste l'agilité avec un risque de devenir fou. Sentant la puissance, il est sûr de pouvoir gérer un combat au corps à corps. Dongfangye est chez lui, soigné tout en bouillant de rage sur son trône. La foule potine encore sur sa défaite causée par son propre dragon. Dongfangye serre les poings, jurant de tuer Lin Luo pour cette humiliation. Dehors, quelqu'un remarque que le prêtre est déjà au 29e étage. Soudain, son nom clignote au 30e étage, brisant l'ancien record. Les fans dans la foule perdent la tête, le qualifiant du gars le plus cool. Des anciens de la cité sont stupéfaits, décidant qu'il a besoin de protection. Ailleurs, une femme blonde note qu'il est désormais le candidat numéro 1. Elle décide que sa famille Murong doit le recruter, coûte que coûte. Lin Luo arrive au 30e étage, une grotte sombre grouillant de chauves-souris. Il entre au nouvel étage, prêt pour le défi suivant. Il admet avoir passé tant de temps à farmer qu'il a du speedrunner le 29e. Sa stratégie était de laisser les monstres se battre entre eux. Au 30e, il manque de temps et doit trouver le boss rapidement. La faune locale est faite de chauves-souris démoniaques et il n'est qu'un encas. Son premier mouvement est de lancer une explosion cutanée. Une chauve-souris explombe, alertant toute la grotte. Le réveil de tout un essaim de chauves-souris en colère. Un vortex massif descend sur lui, prêt à le mettre en pièces. Mais Lin Luo active sa démonisation. Pour se fondre dans la masse, il se transforme en petite chauve-souris, semant la confusion dans l'essaim. Sous couverture, il s'envole pour trouver le boss avec 20 minutes restantes. Sa recherche le mène au-dessus d'un cimetière effrayant. Il aperçoit des esclaves de sang humanoïdes, le boss est proche.
2 serviteurs de sang d'élite gardent un cercueil, c'est le bon. Repassant sous forme humaine, il prépare un confusion mentale classique. Le sort frappe et les 2 gardes s'entre-déchirent. Ils se massacrent joyeusement, totalement distraits. Lin Luo observe à distance, ravi de les laisser régler leurs problèmes. Dans le cercueil, le boss, un baron déchu, dort encore tranquillement. Notre gars bondit, prêt à réveiller ce vampire via une explosion cutanée. Le cercueil explose dans une déferlante d'énergie noire. Lin Luo se demande si c'était un kill instantané, mais il sait que c'est trop facile, c'est un boss d'étage. Ses yeux s'écarquillent, sentant que quelque chose cloche. En bas, la mare de vampires explosés commence à bouillonner. Le baron déchu se reforme, l'air agacé mais intact. Il est fait de sang régénérant, les dégâts physiques sont inutiles. Le boss l'attaque avec une attaque sonique ultra rapide. Lin Luo est projeté dans les bras de la horde de zombies. Il réalise qu'il est dans de sales drapes. Alors que les ghouls l'attrapent, il décide d'utiliser son atout. Il est submergé par les esclaves de sang, mais pas pour longtemps. Il déclenche, montée d'adrénaline, son nouveau boost de vitesse. Il commence par mettre un coup de pied dans le visage d'un zombie. Il se déplace si vite qu'il ne peut plus contrôler, une pure énergie. En réponse, le baron invoque 2 clones d'ombre de sang. Ces nouveaux sbires ont la moitié de la puissance du boss. Mais grâce à sa vitesse, Lin Luo les dépasse, les traitant de lents. Le boss réplique en envoyant une vague de flammes de sang. Le vampire sourit, pensant avoir enfin coincé sa proie. Mais Lin Luo active simplement un bouclier de résistance, totalement imperturbable face aux flammes. Il s'élance immédiatement vers l'avant, faisant craquer le sol sous sa nouvelle vitesse. Il évite une attaque colossale du baron comme si de rien n'était. Ce dernier riposte, en s'enfermant dans un vortex défensif d'énergie sanguine, mais il subit clairement des dégâts venant de l'intérieur même de son bouclier. Parce que Lin Luo vient de spammer explosion cutanée sur lui sous tous les angles. La tête du boss commence à fondre sous ce déluge constant. Il se reforme immédiatement en fusionnant avec ses clones de sang. Ce type est pratiquement invincible tant qu'il a du sang pour se régénérer. Alors les nouveaux clones se ruent immédiatement à l'attaque. C'est le moment idéal pour notre garçon de tester sa nouvelle compétence, propagation de la sclérose. Ce sort frappe les clones qui commencent aussitôt à se paralyser. Leur corps se transforme en ce qui ressemble à du sang coagulé et gelé. Lin Luo est ravi. Il s'avère que les vampires ont peur de la sclérose. Enfin, pas de la maladie elle-même, mais ses effets secondaires de coagulation sont un contre parfait. Ses clones neutralisés, le baron rugit et charge lui-même. Alors Lin Luo libère une nouvelle vague de ses vilaines croix bleues. Le boss tente d'esquiver, mais le sort le traque visiblement. Il est forcé de s'arracher son propre bras pour stopper la propagation. Notre garçon sourit, se demandant combien de membres le boss est prêt à perdre. Le baron est complètement congelé dans une croix de glace géante. Il saigne des yeux et passe visiblement un très mauvais quart d'heure. Lin Luo explique que si le boss peut revivre par le sang, il a une solution spéciale pour ça. Il se demande à voix haute si l'immortalité fonctionne quand il ne vous reste plus de sang. Il frappe le vampire gelé avec un sort de fièvre sanguine, pour faire bonne mesure, ce qui fait voler le cercueil de glace en 1000 éclats. Affaire classée, Lin Luo récolte un énorme bonus d'XP, monte de niveau et remplit son écran de butin. Il ressent encore les effets secondaires de l'adrénaline, mais pas de temps à perdre avec ce nouvel équipement. D'abord, un point de compétence or, un objet rare pour briser la limite de niveau d'une capacité. Décidant que la survie est prioritaire, il choisit d'améliorer son bouclier d'anticorps. Il le monte au niveau 7, puis utilise le point d'or pour passer au 8 et débloquer un effet spécial, ce qui invoque une minuscule gouttelette bleue qui ronronne juste devant son visage. Ce petit compagnon est un elfe pénicilline, capable de copier ses compétences de mutation. Lin Luo est ravi, le nomme Petit Vert parce qu'il est daltonien, j'imagine, et passe à la suite. Ensuite, les drops du boss, un cœur de vampire et une essence de vampire. Le cœur sert pour une quête de classe, mais l'essence est apparemment plus rare que le point d'or. C'est un objet de lignée qui peut transformer un joueur en hybride aux pouvoirs uniques. Il envisage la vie de vampire, mais y renonce à cause de leur faiblesse évidente. Le reste du butin comprend des ailes de sang doré et un nouvel anneau. Ensemble, ils lui donnent un bonus massif de 60% en absorption de dégâts et pénétration magique. Il examine une nouvelle compétence premier Baser, mais elle est réservée aux vampires. Alors il la détruit par accident puisqu'il ne peut pas l'utiliser. Mais son talent de mutation s'active et lui donne infection par le virus TU. Il réalise que son talent peut ignorer les restrictions de classe. Il reconnaît immédiatement le virus transformant en zombie de son ancienne vie. Il imagine l'horreur de ce virus dans un monde déjà infesté de monstres. Réalisant qu'il ne peut pas contrôler les zombies, seulement semer le chaos. Notre garçon décide que ce bouton d'apocalypse est trop dangereux pour le moment. Avec seulement 5 minutes au compteur, il sort le cœur de vampire pour sa quête. Il commence le processus de changement de classe officielle, qui le fait passer officiellement de prêtre à docteur maléfique, bien plus classe. Il adopte pleinement son titre parce que infirmier ne collait vraiment pas. Pendant ce temps, la foule s'impatiente, pensant qu'il est piégé dans la tour. L'annonceur précise qu'il ne reste plus que 2 minutes pour l'examen.
Certains camarades ragotonnent sur son travail acharné. C'est ça, bien sûr. Ailleurs, des recruteurs décident qu'ils doivent absolument enrôler Lin Luo. Le garde adjoint de la ville reçoit un rapport de son subordonné. Il s'avère qu'au moins 7 familles complotent déjà contre notre gars. Mais le garde ricane, disant qu'un peu de drame, c'est bon pour lui. Le subordonné mentionne que les déchus sont impliqués, ce qui fait enfin réagir le garde. Ce garde note que sans une famille puissante, Lin Luo est une cible de choix pour les déchus. Il ordonne immédiatement à 2 de ses meilleurs gardiens de protéger le gamin. Alors que le temps expire, Lin Luo sort enfin de la tour. L'annonceur le présente comme le vainqueur, il a l'air un peu secoué. Une foule d'étudiants recalés se précipite sur lui, furieux de leurs essais ratés. Il décide qu'une bonne raclée est la seule réponse appropriée. Mais une fille en bleu sprinte soudain à travers la foule en colère. Elle percute directement un Lin Luo très confus, avant de l'embrasser passionnément, parce que c'est une stratégie, j'imagine. Ce geste rend toute l'assistance complètement muette. La foule reconnaît Lian Nining et comprend qu'il a un puissant soutien familial. Elle se détache avec un regard qui dit problème réglé. Ils partagent un bref instant incroyablement gênant. Troublée, elle lui dit de rentrer se reposer. Puis elle s'enfuit, laissant notre garçon totalement désemparé. Plus tard, la ville est calme alors qu'il rentre chez lui. Son ami le taquine sur le baiser, mais Lin Luo sait qu'elle le protégeait. Soudain, ses sens s'affolent, quelqu'un les observe. Sur un câble, un nouveau venu complimente sa perception aiguë. Il se présente comme le bras armé de la famille avec un avertissement classique. Touche pas à notre fille. Lin Luo le fixe, demandant ce qu'il fera s'il n'écoute pas. Pendant ce temps, les 2 gardiens observent, débattant si c'est leur problème, jusqu'à ce que le garde en chef ressente un très mauvais pressentiment. Car un vortex massif d'énergie noire descend sur toute la ruelle. La zone est scellée sous un dôme de puissance scintillant. Les gardiens sont piégés, réalisant que les déchus ont agi trop vite. Ils reconnaissent l'attaque comme l'œuvre du Seigneur de la Brume Noire, un gros morceau. Le garde junior panique, ils ont laissé leur cible se faire enlever sous leur nez. Croyant que le sbire familial peut gagner du temps, ils chargent pour briser la barrière. À l'intérieur, notre garçon et ses connaissances sont piégés dans une dimension de poche. Le sbire explique que c'est l'espace de la brume noire, mais que le boss n'est pas là. L'ami de Lin Luo panique, réalisant qu'ils sont visés par un méchant centenaire. Le sbire se moque de lui, puis leur dit de chercher un point faible pour l'Adam. Le trio improbable commence à marcher vers le bord du vide brumeux. Ils sont accueillis par une méchante qui dit avoir apporté la brume et qu'il n'y a pas d'échappatoire. Le sbire familial n'hésite pas, charge sa hache d'une aura ardente et crie sur les déchus. Elle est totalement indifférente, traitant le garde de sous-fifre avant d'ordonner de son mignon de jouer. Un sbire encapuchonné s'avance, sa main se tordant en griffes monstrueuses, avant de se transformer en loup-garou massif, prêt à combattre le porteur de hache. Mais avant le choc, une explosion de glace surgit entre eux. Une nouvelle dame apparaît avec une offre d'emploi. Rejoindre la garde de nuit, les avantages sont top. L'ami de Lin Luo panique, disant à cette déchue de reculer. Notre garçon, pragmatique, demande si garde de nuit est le nom officiel de leur organisation maléfique. Elle le corrige, disant que déchu est une étiquette méchante mise par le monde. Elle s'approche dangereusement, ses doigts effleurant son visage. Elle soulève son menton et déclare qu'ils sont les véritables sauveurs du monde. Son argument est que pour sauver l'humanité, il faut embrasser un dieu maléfique, une philosophie stable. La vraie raison est qu'un vieux maître poison veut Lin Luo comme disciple. Il rassure vite son ami. Il ne rejoindra pas une secte de cinglés. La femme abandonne son jeu, disant qu'il n'a pas le choix et invoque un sbire. Le nouveau larbin se gargarise que son maître a bien des façons de le persuader. Il invoque des fantômes des enfers pour immobiliser Lin Luo. Mais le sort s'interrompt, le lanceur oubliant la suite de son incantation. Lin Luo en profite pour le blast avec une vague d'énergie massive. Notre garçon dit calmement que si on le prend pour un idiot, on finit par souffrir. Il a utilisé Alzheimer. Le corps du invocateur commence immédiatement à se désagréger au sol. Il hurle de douleur, se tenant la tête alors que son esprit s'effondre. Sa bosse est choquée, réalisant le contre-coup du sort et traitant son sbire d'incapable. Décidant de tout faire elle-même, elle charge son énergie noire. Elle invoque un champ de créatures végétales épineuses pour finir le travail. Son ami crie de fuir les plantes géantes. Mais Lin Luo frappe la méchante avec un sort de confusion mentale, ce qui la laisse complètement déconcertée pendant une seconde. Elle est furieuse qu'un prêtre la combatte au corps à corps. Ces plantes parviennent à saisir Lin Luo. Il est écrasé par l'énergie noire, la méchante glousse profitant totalement du spectacle. Jusqu'à ce que son discours soit interrompu par un choc soudain. Son propre loup-garou l'attaque, exigeant des réponses. Elle tente d'accuser Lin Luo, mais le mignon confus n'y croit pas. Notre garçon réalise que c'est du contrôle mental de haut niveau. Il comprend qu'elle simulait pour l'attirer dans un piège. Maintenant que son second mignon est parti, elle est furieuse. Elle invoque une marée de vignes épineuses pour en finir. Ce mur de mort se précipite sur Lin Luo et son ami. La zone explose lors de l'impact. Lin Luo dit calmement à son ami d'attendre. Elle sera à court de mana avant eux.
ce qui la pousse à se moquer de lui pour sa lâcheté. Elle libère une nouvelle salve pour tester son bluff. Lin Luo observe, totalement perplexe par ce qui arrive. La méchante est horrifiée de réaliser qu'elle est touchée par un virus. Délivrée par un petit esprit, c'est une épidémie de peste noire adorable. Sa conscience s'évanouit alors que son corps lâche complètement. Elle sombre dans le vide, totalement vaincue. L'ami de Lin Luo panique, mais il dit qu'elle est aussi confuse de sa mort que lui. Une menace écartée, il se tourne vers l'autre combat, où le sbire familial et le loup-garou s'affrontent encore. Il décide d'aider le garde, car les déchus sont les vrais ennemis. Alors que le porteur de hache libère une attaque de feu massive, il crie sur le loup-garou pour son manque de concentration. Le loup-garou tente de bloquer, insistant sur le fait qu'il est concentré, mais le garde n'y croit pas, en pleine rage de combat. Soudain, le loup-garou se tient le ventre, prenant une pose étrange, se plaignant d'une douleur intense qu'il appelle une inondation colossale. Ses yeux s'écarquillent d'horreur en réalisant ce que cette inondation va faire. Il court vers les toilettes. Oui, Lin Luo lui a donné la diarrhée. Le garde hurle de ne pas fuir, ignorant l'urgence réelle. Il fait tournoyer sa hache massive dans le vide. S'attribuant tout le mérite, il dit à Lin Luo qu'il a géré et s'en va, laissant tout le monde hébété devant l'étrange résultat de sa victoire. Le gars de la famille essaie toujours de comprendre comment un étudiant a battu le méchant le plus fort. Il atterrit avec un bruit sourd, tournant toute son attention vers Lin Luo. Les yeux brillants, il exige de connaître la classe de Lin Luo. Notre garçon dit calmement qu'il n'est rien de spécial, juste un humble prêtre. À ce moment, la dimension de poche se brise dans un flash de lumière, les renvoyant tous dans le monde réel alors que la barrière s'effondre. À l'extérieur, les deux gardiens sont épuisés d'avoir enfin percé. Le garde junior est abasourdi de voir l'espace de la brume noire disparaître. Pensant que leur cible est morte, il passe en mode « venger » le gamin. Mais alors que la brume se dissipe, il trouve Lin Luo au milieu des méchants vaincus. Les deux gardiens sont figés, leur cerveau en court-circuit. Ils reconnaissent les corps, 3 déchus infâmes, tous éliminés. Lin Luo se tourne et demande qui ils sont. Ils se présentent comme ses gardes du corps, demandant ce qui s'est passé. Le sbire familial s'en va, disant de demander au gamin avant de disparaître. Les gardiens tentent d'interroger un gamin qui s'éloigne déjà, tandis que son ami attribue leur survie miraculeuse à la famille Lian. Ces nouveaux gardes du corps, eux, n'y croient pas une seule seconde. Lin Luo esquisse un petit sourire, il sait ce qu'il en est. Ils lui disent de rentrer et d'être prudent, l'avertissant que les déchus sont actifs, une observation novatrice. Son ami se plaint qu'il n'ait pas poussé le sbire à avouer ses mensonges. Le garde en chef hausse les épaules, leur rôle est de protéger, pas d'interroger. Son partenaire connecte les points, réalisant que la méchante était haut gradée, ce qui signifie que la situation dépasse leurs compétences et doit être signalée. En marchant, l'ami de Lin Luo s'extasie sur le fait d'avoir vu des gardiens. Lin Luo lui explique, ce sont les autorités officielles superpuissantes. Mais leur but n'est pas seulement de protéger les gens. C'est aussi de restreindre les guildes professionnelles, ce qui crée des drames politiques. Cette info panique son ami concernant le maître poison qui les cible. Mais Lin Luo, toujours serein, dit que les méchants ne peuvent pas entrer en ville comme chez eux. Son ami n'est pas convaincu, mais Lin Luo rappelle que le nom Lian a du poids. Il reçoit un message inquiet de Lian Yining sur les attaques dans la ville. Il ment comme un arracheur de dents, répondant qu'il est parfaitement en sécurité. Ailleurs, un rapport sombre est remis au garde adjoint. 35 professionnels attaqués, 7 morts. Le bilan s'alourdit dans le hall, 27 déchus tués, 11 capturés, mais 25 en fuite. Le garde adjoint est ravi d'apprendre que 7 de ses recrues sont mortes. Notant que même si le nombre est faible, les déchus ont ciblé les meilleurs talents. Le garde en chef rapporte que Lin Luo est sain et sauf et ses attaquants éliminés. Le vieil homme lui jette un regard vide, traitant l'information. Avant de qualifier cela de bonne nouvelle et de féliciter le garde, oui, il a compris. Un fonctionnaire en robe blanche commence immédiatement à dénoncer, disant au garde adjoint que Lin Luo a tué le méchant. Et toute la salle perd la tête. Un bleu a éliminé un déchu de haut niveau. Alors le vieil homme exige la version non censurée du réalisateur sur ce qui s'est réellement passé. Cet informateur explique que Lin Luo ne parlait pas, mais qu'il est accompagné d'un garde et d'un ami de niveau C. Puis vient le rapport d'autopsie. Le loup-garou est mort d'un coup de hache, mais aussi d'une diarrhée catastrophique. Et le garde adjoint se dit « Oui, ça tient la route. Si le gamin peut utiliser la peste, pourquoi pas un syndrome du côlon irritable ?» Ce rapport confirme que les 2 autres se sont entretués, le corps de la méchante étant infecté par le virus de la peste noire. Ce qui amène l'informateur à sa grande théorie. Lin Luo est secrètement un prêtre noir. Ses supérieurs hésitent à y croire, mais ils ne peuvent nier que ses capacités de débuff sont suspectes. Pour aggraver les choses, la méchante décédée était liée à l'infâme vieux poison, qui va être furieux, mais le garde adjoint se contente de ricaner, promettant de briser les jambes du type s'il ose montrer son visage. Pendant ce temps, dans un drame totalement différent, une fille dit à son père qu'elle s'intéresse à Lin Luo. Son père fait une crise de panique totale car elle est déjà fiancée pour des raisons politiques. Elle hurle juste qu'elle s'en fiche et qu'elle veut Lin Luo quand même.
jusqu'à ce que sa tante intervienne, disant au père de la laisser être heureuse et lâchant quelques indices traumatisants. Cette dispute pèse lourd dans l'air, alors que la pluie tombe dehors. Lin Luo et son ami, eux, déambulent vers le prochain événement scolaire, totalement ignorant. Un drone flottant annonce le début du défi individuel pour tous les candidats. C'est un tournoi en 2 manches, avec les 16 meilleurs accédant à un match de défense. Et on a un plan sur un beau gosse bien classé qui va clairement poser problème demain. L'ami de Lin Luo se vante déjà de son nouveau rang, tout ça grâce à notre gars, et il appelle même son amie belle-sœur, ce qui la rend complètement confuse. Elle est ravie, pensant que Lin Luo a entendu et ne l'a même pas corrigé. À ce moment-là, une femme blonde dans une robe très élégante s'approche de Lin Luo, se présentant comme Murong Xuen avec une poignée de main très directe. Et elle l'invite immédiatement à se joindre à elle pour un raid de donjon en première réussite, expliquant que c'est une occasion rare d'obtenir un livre de transfert de métier une équipe pacte. Alors qu'elle rêve d'une romance potentielle, Lin Luo dit simplement qu'il devra refuser, ce qui la laisse complètement stupéfaite. Le rejet n'était pas prévu au programme. Notre gars explique nonchalamment qu'il a déjà terminé son transfert de métier, donc il ne peut pas y aller. On a un rapide aperçu des niveaux de puissance, et oui, il a une sacrée longueur d'avance. Elle perd la tête, réalisant qu'il est à un niveau totalement différent avant même la fin des examens. Soudain, un type en rouge arrive en trombe, accusant Lin Luo de séduire sa fiancée. Elle le rembarre immédiatement, disant qu'ils ne sont pas fiancés, mais il n'écoute pas. Confiance totale, zéro fait. Puis l'autre rival s'approche de Lin Luo, promettant de le faire supplier pour sa grâce pour Lian Yining. Lin Luo l'appelle juste un nuisible dont il sera heureux de se débarrasser, ce qui fait son effet. Avec toute cette tension, le tableau officiel du tournoi apparaît enfin à l'écran, et les 2 rivaux sont maintenant unis dans leur regard noir, lui promettant un monde de douleur. Son ami s'inquiète et propose d'appeler son père, mais Lin Luo lui dit juste de lui faire confiance. Et avec un sourire froid, il se souvient de leur dernier affrontement et promet de détruire complètement le gars cette fois. Ce premier match démarre, opposant Lin Luo à un énorme type en armure avec un marteau comiquement grand. Ce type a une rancune personnelle, blâmant Lin Luo pour l'avoir fait expulser tôt de la tour d'essai. Il charge pour tuer, totalement confiant qu'il peut écraser un prêtre fragile en quelques secondes. Mais juste au moment où il est sur le point de frapper, son estomac émet un gargouillis très inquiétant. Et voilà, Lin Luo le frappe avec le debuff diarrhée, l'arrêtant net dans son élan. Ce pauvre guerrier perd complètement le contrôle, libérant un nuage vert toxique de pur regret. Dans les tribunes, tout le public a la nausée, frappé par toute la force de la puanteur. Un gars compare même l'odeur à celle d'un animal de dragon, horrifié par ce cauchemar de compétences. Cet annonceur, tenant à peine le coup, déclare Lin Luo vainqueur par guerre biologique et demande une équipe de nettoyage. Après que ce risque biologique soit traité, le match suivant commence contre un adversaire de rang B. Ce nouveau challenger était bien plus préparé, utilisant immédiatement un parchemin pour résister aux effets de statut. Il avale ensuite toute une pharmacie d'antidotes juste pour être bien sûr. Gonflé à bloc, il met Lin Luo au défi de faire le pire, révélant qu'il travaille pour cet autre rival. Lin Luo a juste l'air ennuyé, notant l'équipement coûteux et le qualifiant de pion. Alors il déclenche son nouveau diarrhée instantané de niveau 7, se vantant qu'aucun objet ne peut l'arrêter. Et son adversaire est déjà en train de forcer, réalisant que ses potions coûteuses sont complètement inutiles. Un autre match, une autre explosion spectaculaire de détresse gastro-intestinale qui vide la foule. Cette fois, cependant, le public porte des masques à gaz, ils ont retenu la leçon. Une équipe de nettoyage dédiée est déjà sur les lieux. Armés de balais et de seaux, ils traitent l'arène comme un déversement chimique, essayant désespérément d'aérer les lieux. La foule est en émoi, exigeant l'interdiction de la compétence dégoûtante de Lin Luo. Les poings sont en l'air, alors que le public chante pour interdire la pollution environnementale. Un fonctionnaire rapporte l'indignation publique au garde adjoint, notant qu'une famille puissante se plaint aussi. Ce vieil homme en rit simplement et dit « Oui, peu importe, interdisez-la ». Mais il sait qu'on ne peut pas battre des déchus de haut niveau avec seulement un syndrome du côlon irritable. Et il est curieux de voir ce que Lin Luo cache d'autre dans sa manche. Donc un annonceur interdit officiellement la compétence de diarrhée et les ennemis de Lin Luo sont absolument ravis. Notre gars, cependant, sourit juste, promettant de devenir impitoyable puisqu'ils n'ont pas apprécié son approche douce. Son prochain match arrive, il affronte le laquais du rival, Yang Aoran. Le dit rival prépare son pion, le chargeant d'équipement pour forcer la main de Lin Luo. Un grand avenir lui est promis pour ses efforts, vous savez, s'il survit. Son propre subordonné remet en question le plan, mais le rival admet que ce n'est qu'un test, déclarant froidement qu'il se moque éperdument si son pion vit ou meurt. Quel homme! Dans l'arène, le pion provoque Lin Luo, pensant qu'il est sans défense sans son coup signature, et demande avec suffisance ce qu'un prêtre peut faire contre un épéiste magique de rang A. Avec un cri de guerre, il lance une attaque de feu massive, visant à tuer, seulement pour être accueilli par un mur de glace soudain. Lin Luo se tient juste là, totalement impassible, demandant si c'est tout ce qu'il a.
Ce choc de feu et de glace remplit l'arène, alors que l'attaque est complètement neutralisée. Dans les tribunes, tout le monde est émerveillé par la puissance de l'épéiste magique, se te trompant totalement sur qui contrôle vraiment la situation. La foule est certaine qu'il est fini, ce n'est qu'un prêtre, après tout. Mais Lin Luo reste là, totalement épargné par l'énorme boule de feu. Son adversaire est absolument stupéfait. Alors notre gars lui dit que c'est son tour maintenant. D'un coup de poignet, une vilaine malédiction verte enveloppe l'épéiste, qui pense que son équipement coûteux l'a bloqué, se sentant totalement bien pendant environ 2 secondes, jusqu'à ce qu'une démangeaison insupportable commence au pire endroit possible, le rendant fou. Lin Luo appelle cela à une petite compétence, mentionnant nonchalamment qu'il en a plein d'autres, et par d'autres, il veut dire qu'il lance littéralement des MST militarisés, c'est son approche douce. Ce pauvre pion hurle d'agonie, se grattant de manière incontrôlable. Dans les tribunes, tout le monde regarde avec horreur le gars se déchirer. Désespéré, il utilise sa propre magie de glace pour congeler la zone touchée. Lin Luo est impressionné, mais remet en question la viabilité à long terme de cette stratégie. Furieux, l'épéiste jure de le tuer avant que ses bijoux de famille ne gèlent et n'éclatent. Mais nous savons tous comment cela va finir, car la congélation ne fait qu'affaiblir la malédiction, alors Lin Luo lui donne un petit coup de pouce. Il le frappe avec un debuff d'intensification de la douleur, juste pour faire bonne mesure. Ce pion finit par s'effondrer et Lin Luo gagne par KO. Plus tard, un médecin examine le gars inconscient, le réprimandant pour son imprudence. À son réveil, la seule question du pion est de savoir s'il y a un espoir pour son bas du corps. Ce médecin annonce la mauvaise nouvelle. La magie de soin est inutile et ils doivent amputer. Ce pauvre pion est piégé dans un cauchemar, revivant son amputation traumatisante, repensant à la silhouette sinistre du chirurgien sur la table d'opération. De retour dans l'arène, son patron reçoit un coup de téléphone très gênant, jouant une fausse comédie de préoccupation pour son laquais désormais mutilé. Il perd complètement les pédales en apprenant que les dommages sont permanents et ont nécessité une chirurgie. Raccrochant, le rival jure sombrement d'être plus prudent avec Lin Luo. Parmi les autres étudiants, la leçon est claire, ne jamais provoquer ce gars. Pendant ce temps, dans l'arène 5, Murong Xuen affronte son prochain adversaire. Et elle provoque déjà la fille, lui demandant ses derniers mots. Son adversaire, Li Mei, jure de gagner pour ouvrir la voie à Lin Luo. Une autre admiratrice entre dans l'arène. Murong se moque simplement du défi, totalement impassible, se demandant si la fille se surestime ou la sous-estime. Puis elle libère sa vraie puissance, révélant une paire d'ailes angéliques. Sans se laisser démonter, Li Mei lance une volée massive de boules de feu quand même. Cette attaque ardente traverse le sol de l'arène. Mais Murong en attrape une sans effort, la qualifiant d'insignifiante. Sa propre contre-attaque est une lumière sainte du jugement dévastatrice, qui engloutit complètement son adversaire dans un flash aveuglant. La fumée se dissipant, Li Mei est au sol, révélant la profession d'ange de classe S de Murong. La foule est stupéfaite, ce n'était pas un combat, c'était un assaut à sens unique. Même au sol, Li Mei refuse de se rendre face à Murong Xuen, qui ricane et la frappe avec une contrainte de lumière sainte. Les yeux de Li Mei se voilent immédiatement, sa volonté ayant totalement disparu, et maintenant elle est à genoux, demandant ses ordres à son nouveau maître. Murong la charge de déterrer chaque secret sur Lin Luo, expliquant que le contrôle mental durera 72 heures, largement assez de temps pour de l'espionnage. Une fois cela réglé, le premier tour de la compétition se termine officiellement, et les 4 étoiles montantes sont annoncées, Lin, Luo, Murong, et les 2 rivaux. Murong se tient dans son arène, attendant un challenger, tandis que le rival vêtu de rouge prend sa position dans un autre ring et les autres champions se préparent pour la prochaine vague de combat. Mais l'arène de Lin Luo est complètement vide, personne n'ose se présenter. Un groupe d'étudiants commence à protester, exigeant que ses compétences cruelles soient bannies. Lin Luo sourit simplement, songeant à quel point le petit frère du dernier gars s'est avéré fragile. À ce moment-là, un challenger s'avance enfin, pieds nus et l'air sérieux, se présentant comme un mage de sort interdit de classe A, nommé Fang Yuan. Notre gars demande s'il n'a pas peur, mais le mage est sûr que ses défenses sont parfaites, se vantant d'être invincible à moins de 3 pouces de son corps. Puis il lance un sort massif de prison de terre pour piéger Lin Luo, l'enfermant instantanément dans une cage mortelle de pointe de tous les côtés. Coincé dans la cage, Lin Luo taquine juste le mage pour avoir trop peur de se battre au corps à corps. En réponse, le mage commence à tisser des signes de main très sérieux. Il déclare qu'un simple prêtre n'est pas une menace pour lui. Toujours une bonne chose à dire avant de se faire détruire. Puis il invoque un coup de tonnerre massif, un combo 3 en 1 d'attaque, défense et contrôle. La foule panique, absolument certaine que Lin Luo est sur le point d'être vaporisé, mais son adversaire s'agace, demandant quand il va arrêter d'esquiver. Notre gars se détend juste à l'intérieur d'un bouclier de glace massif, totalement ennuyé par le spectacle de lumière. Alors Lin Luo le frappe avec une autre malédiction douce, celle-ci s'appelle maladie d'Alzheimer. Soudain, l'esprit du mage devient complètement vide, et il ne peut même plus se souvenir de ses propres sorts.
Et pour un rappel, Lin Luo lance Explosion cutanée en utilisant une adorable petite aide spirituelle. Cette arène explose alors que le mage détonne spontanément, laissant tout le monde totalement confus. Lin Luo sourit simplement, demandant pourquoi il est tombé avant que le vrai combat ne commence. Une traînée de sang marque l'effondrement brutal du mage sur le sol de l'arène. Toujours pas satisfait, Lin Luo continue de le pousser à se relever et à... Ce pauvre gars lutte, envisageant un mouvement de dernier recours qui aura un lourd tribut. Dans les tribunes, tout le monde a des flashbacks du dernier gars qui a perdu son petit frère. Ils sont tous terrifiés à l'idée que le sort de ce gars soit encore pire. Personne ne veut de cette chirurgie. Réalisant que son avenir est en jeu, le mage lève sagement la main et se rend. Après s'être raclé, personne d'autre n'ose défier Lin Luo, lui donnant un laissez-passer. Pendant ce temps, les 3 autres champions défendent également leur titre, accédant à la finale. Ce garde adjoint se demande combien de tours Lin Luo a, le voyant comme un champion potentiel. Et il est absolument ravi à l'idée qu'un prêtre vole le prix à toutes les grandes familles. Ailleurs, un type à l'allure de faucheuse est envoyé pour venger sa nièce, ciblant Lin Luo pour une petite revanche. Ce rival en rouge réprimande son pion vaincu, qui insiste sur le fait que Lin Luo était juste trop fort. Il explique que combattre notre gars, c'est comme affronter un monstre boss, une ligue de puissance totalement différente. Après les matchs, Lin Luo et ses amis se promènent dans la ville. Li Mei est toujours déprimée par sa défaite, mais les gars essaient de lui remonter le moral. Lorsqu'on lui demande pourquoi elle a défié Murong, elle devient toute confuse, affirmant que c'était personnel. Elle est toujours furieuse que Murong, supposé ami, ait essayé de voler Lin Luo avant. À ce moment-là, une autre fille s'approche, se présentant comme une concurrente qui a aussi perdu. Après une brève discussion, le groupe se sépare pour la journée. Lin Luo et son pote continuent, traversant la rue. Son ami planifie déjà la célébration de la victoire, exigeant une friandise quand Lin Luo aura tout gagné. Soudain, une voix familière appelle son nom par derrière. C'est leur professeur, et elle dit qu'elle doit lui parler de quelque chose. Elle l'invite à faire une présentation aux plus jeunes élèves pour avoir obtenu les meilleures notes. Les alarmes internes de Lin Luo hurlent. Cela semble bien trop suspect. Il essaie de refuser, mais elle est étrangement insistante, proposant même de l'écrire pour lui. Alors qu'elle essaie de l'attirer avec la promesse d'un repas, l'ambiance devient sérieusement sombre, et tout un escadron d'assassins encapuchonnés tombe du ciel, les encerclant dans la rue. Son ami reconnaît immédiatement les assassins comme des déchus, et en un éclair, dresse une rapide barrière d'eau pour se couvrir. Sans réfléchir, Lin Luo attrape son professeur, croyant toujours qu'elle est en danger. Il commence à l'éloigner, essayant de les mettre tous les deux en sécurité, mais le professeur retire sa main, lui disant de lâcher. Et notre gars réalise enfin que ce n'est pas du tout son professeur. Cet imposteur rit juste alors que le piège devient douloureusement évident. Son visage fond littéralement, révélant un type effrayant en dessous. C'est le faucheur envoyé pour se venger, se vantant d'avoir cloné le professeur juste pour la détruire. Lin Luo est absolument furieux. Ça vient de devenir extrêmement personnel. Ce cinglé promet de l'envoyer la rejoindre bientôt. Quel type charmant. Mais notre gars réduit la distance en un instant, choquant l'assassin. Avec son ami pour le soutenir, Lin Luo jurait de finir ce gars ici et maintenant. Cet assassin ricane, totalement impassible face à leur niveau de puissance. À ce moment-là, un nouveau groupe arrive, pensant être à une distance sûre. Une attaque massive tranche l'air vers le méchant, éclatant dans une énorme explosion qui secoue toute la rue. Quand la poussière retombe, une escouade en robe blanche est arrivée. Leur chef appelant le méchant par son nom, clairement là pour un combat. Ce méchant explique que c'est une vengeance pour sa nièce, jurant de les tuer tous et de s'échapper. Ce chef d'escouade en robe blanche allume tranquillement une cigarette, zéro stress. Il interpelle le type à la faux, révélant qu'il n'est qu'un clone d'un vilain de classe A nommé Du Cheng. Ce clone ricane, se vantant d'avoir déjà tué plein de ses gardiens. Rien d'impressionnant. Lin Luo, toujours stratège, demande si sa malédiction de diarrhée vise une cible ou un groupe. Les priorités, les gars. Le plan est simple, le chef blond va les marquer et Lin Luo va les contrôler. Notre gars est prêt, confiant que ces malédictions peuvent briser n'importe quel bouclier. Sur ce, les 2 escouades s'élancent dans les airs pour une énorme bagarre sur le toit. Le chef lance immédiatement une lame d'énergie tournoyante sur l'assassin le plus proche, et comme ça, l'assassin se tient le ventre, pris soudainement d'une terrible colique. Il réalise immédiatement que c'est la compétence du gamin, la fameuse malédiction de la diarrhée frappe encore. Notre gars note que sa portée de tir est bien plus longue que la leur, un gros avantage tactique. Le chef des gardiens sourit. Prévu, dit-il en s'attaquant au sbire distrait. Il transperce le gars tandis qu'un autre gardien encourage Lin Luo, un autre assassin, est incrédule, hurlant qu'il n'était pas préparé à ce genre d'assaut en équipe. Alors il passe en mode monstre, se transformant en un énorme golem de pierre, jurant de les tuer. Lin Luo comprend instantanément. C'est un élémentaire, donc pas de système digestif. La diarrhée est inutile. Et il semble que ses copains possèdent aussi différents pouvoirs élémentaires. Le visage de notre gars s'assombrit, réalisant que la situation est devenue beaucoup plus compliquée.
Ils ont invoqué des avatars élémentaires massifs et Lin Luo réalise que cette équipe a été choisie pour le contrer. Pendant ce temps, le méchant principal est à quatre pattes, furieux, hurlant le nom de Lin Luo. Ce clone de la mort grogne qu'il est parfaitement préparé pour ce combat. Puis il se transforme en un énorme chien de nuit menaçant qui se jette immédiatement sur eux, affirmant que les tours de Lin Luo ne fonctionneront pas et notre gars ainsi que son ami parviennent à peine à tenir leur position. L'ami est projeté au loin, criant à Lin Luo de faire attention. Réalisant qu'il est dépassé, il ne peut que crier une mise en garde. Au même moment, l'assassin élémentaire du vent se rapproche pour porter le coup fatal, laissant Lin Luo complètement coincé sans aucune issue pour esquiver. L'attaque le projette directement à travers un mur solide, mais il émerge des décombres enfermés dans un bloc de glace, l'air agacé. Son bouclier a apparemment bloqué le coup, bien qu'il ait ressenti l'impact. Le sbire momie se gausse, affirmant que leurs contre-mesures sont parfaites. Lin Luo sourit, pensant que ce type est bien trop confiant. Il passe en mode docteur malin, disant que le tournoi n'était qu'un échauffement. L'élémentaire se moque alors que Lin Luo sort un minuscule scalpel, essentiellement un cure-dent. Alors notre gars propose de pratiquer une petite chirurgie test pour démontrer. Un coup rapide déclenche une invalidité aléatoire et la main de l'élémentaire disparaît. Ce chien de nuit est totalement déconcerté, se demandant quel genre de tour a causé ça. Avec son masque, Lin Luo annonce froidement qui est le suivant, et il bondit vers l'élémentaire paniqué pour la deuxième manche. Scalpels croisés, Lin Luo déclare l'opération réussie et demande à la momie géante s'il est satisfait des résultats. Le chien de nuit vérifie son pote qui explique utilement que sa bouche est maintenant sur ses fesses. Un coup d'œil rapide confirme, oui, c'est bien une bouche sur son derrière. Son pote ne sent rien mais sait que tuer Lin Luo est le seul remède. Le chien de nuit est dégoûté, admettant que c'est super bizarre de parler à un derrière. Il se dit que tant que le scalpel ne le touche pas, il est en sécurité. Mais Lin Luo sourit, disant à la petite bête qu'il est le prochain sur la liste. En réponse, le chien de nuit invoque une meute entière de bêtes obscures. Et soudain, notre gars est envahi par des corbeaux démoniaques, une astuce d'invocateur. Le chef des gardiens crie de fuir, prévenant que ce clone est un danger de niveau S. Le clone de Ducheng rit, se vantant que ces animaux vont le déchiqueter. Notre gars ne fuit nulle part, semblant totalement imperturbable face à la menace. Il a une lueur folle dans les yeux, demandant si le méchant aime élever des monstres. Puis propose d'aider, libérant une lumière aveuglante avec une figure ailée à l'intérieur. Les bêtes obscures se figent immédiatement, totalement confuses par ce qui se passe. Puis elles commencent à s'attaquer entre elles, hors du contrôle de leur maître. C'est une guerre civile de monstres alors que les bêtes se déchirent en lambeaux. Même le chef des gardiens est perdu, fixant un nouvel élémentaire et demandant ce qu'il se passe. Un autre gardien observe un élémentaire d'eau se former, tout aussi perplexe face au chaos soudain. Pendant que la bataille de monstres fait rage, un des gardiens affronte un élémentaire de feu massif, et l'ami de Lin Luo perd la tête, désespéré d'apprendre cette compétence provoquant le chaos. Le chien de nuit hurle à ses bêtes invoquées d'arrêter de se battre et de tuer l'ennemi, mais même lui ressent l'envie de rejoindre la mêlée. Le pouvoir de Lin Luo est contagieux. Ailleurs, le chef des gardiens découpe l'élémentaire de pierre avec sa lame, se lançant sur le méchant principal, jurant que c'est aujourd'hui que Ducheng meurt. Mais le clone chien de nuit l'intercepte en plein vol pour un affrontement classique entre boss, piégeant le chef dans une énergie noire tout en lui promettant un cadeau spécial. Lorsque soudainement un nouveau gars à l'air suffisant apparaît, maniant le même pouvoir noir. Le chien de nuit est furieux, se plaignant qu'il n'est qu'un clone et ne peut pas gérer ça. Il réalise que son escouade élémentaire est fichue et qu'il est sur le point d'être encerclé. Avec son grand plan en ruine, il décide qu'il est officiellement temps de s'enfuir. Alors il libère une vague d'énergie noire hurlant à tout le monde de s'écarter qui percute le chef des gardiens, encaissant toute la force du coup. Ses yeux se plissent de rage. Il ne laissera pas ce type s'échapper. Le chef crie que Ducheng s'échappe, disant à Lin Luo de rentrer pendant qu'ils poursuivent. Mais quand il se retourne, notre gars a déjà disparu, et son ami pointe le ciel, car Lin Luo est déjà dans les airs, aux trousses du méchant. Le clone s'enfuit, furieux que toute sa mission ait échoué à cause d'un gamin, jurant d'écraser Lin Luo une fois de retour dans son vrai corps. En plein vol, le chien de nuit sans ses entrailles commençait à bouillir. Oh là là. Et voilà Lin Luo, l'accablant avec toute la liste des symptômes du web. Notre gars est impressionné que le méchant puisse encore former des phrases avec tout ça, se demandant nonchalamment ce qui se passerait s'il doublait la douleur, ou mieux encore, s'il la rendait 4 fois pire avec l'aide de son animal. Il libère la méga malédiction, et le chien de nuit rugit de pure agonie, essayant de menacer Lin Luo, mais s'étouffant surtout avec sa propre douleur. Le visage du clone se contorsionne, la malédiction le détruisant de l'intérieur. Toute sa forme monstrueuse commence à se dissoudre en énergie noire, et juste comme ça, la menace de niveau S disparaît. Tout ce qu'il reste est un type encapuchonné au sol à côté d'un étrange orbe violet. Lin Luo atterrit, se vantant que le gars était tellement occupé à courir qu'il n'a pas vu le coup fatal. Le pauvre clone réussit juste un 1, confus avant de s'effondrer.
Il repère immédiatement un anneau spatial à la main du gars, trouvé, gardé. Le clone est complètement hors service, totalement vaincu sur le sol. Juste à ce moment, la cavalerie arrive, demandant si Lin Luo va bien et repérant la mystérieuse perle. Le chef des gardiens est sous le choc. Notre gars a vraiment tué le clone de Du Cheng, admettant même que Lin Luo pourrait être à la hauteur de toute leur escouade maintenant. Son ami pointe le butin, demandant ce qu'est cet orbe brillant. Donc Lin Luo le montre au chef, qui l'identifie comme une perle de bête obscure. Le chef explique que c'est un objet très rare qui permet de devenir un roi des bêtes. L'ami va droit au but, si c'est inutile, peuvent-ils au moins le vendre une fortune? Avec un remerciement formel, le chef des gardiens invite officiellement Lin Luo à rejoindre leur rang. Cette offre s'accompagne d'avantages sérieux comme un statut pro immédiat et la gratuité des frais de scolarité. Ils offrent même une maison et un gros salaire. Ce qui fait transpirer Lin Luo, c'est un boulot de fonctionnaire. Alors notre gars les refuse poliment, affirmant qu'il est un esprit libre impossible à entraver. En partant, son pote supplie pratiquement d'apprendre cette compétence géniale de chaos. Lin Luo lui fait un sourire en coin et un classique « peut-être plus tard ». Pendant ce temps, le chef des gardiens est au téléphone, se plaignant que les jeunes d'aujourd'hui ne savent pas apprécier une carrière stable. Notre gars jette un coup d'œil en arrière, pas du tout dérangé par leur logique de vieux. Il est bien plus intéressé par l'anneau spatial qu'il a récupéré, curieux de savoir ce qu'il y a dedans. Plus tard dans la nuit, la scène se déplace vers un bâtiment gouvernemental baigné par la lune. Le chef fait un rapport au vice-seigneur de la ville, encore sous le choc que Lin Luo ait tué le clone. Il doit ensuite annoncer la mauvaise nouvelle. Leur recrue vedette a refusé l'offre d'emploi. Le seigneur spécule que c'est parce que Lin Luo a le soutien de la puissante famille Lian. Mais le vieil homme rejette cette idée, citant d'autres alliances, tandis que le chef pense qu'il parie sur son potentiel. Le seigneur est convaincu que c'est un jeu de pouvoir, et que Lin Luo va entrer en collision avec cette famille. Il décide finalement que le rejet n'est qu'un simple préjugé contre les gardiens. Le chef explique que leur devoir de maintenir l'ordre les met souvent en conflit avec les familles puissantes. Pire encore, ces familles contrôlent les médias et lancent des campagnes de diffamation contre eux. Le seigneur déplore que le public ne les voit que comme des rabat-joie et non comme le rempart de la société. Mais il est déterminé à recruter Lin Luo, dont le talent est désormais indéniable. Le chef des gardiens suggère une exploration mentale pour vérifier son passé et ses compétences. Ce qui reçoit un non catégorique, le vieux insiste sur leur code et refuse de se faire un ennemi du gamin. Il décide de gérer le recrutement personnellement, congédiant son subordonné pour le moment. Le chef répond par un simple « oui », habitué à ce genre de discussion. Seul, le seigneur ouvre un dossier liant Lin Luo à la puissante famille Lian. Il se souvient que l'un d'eux était un professionnel épique, connu sous le nom de Seigneur des Tempêtes, et la réalisation le frappe avec la force d'un coup de tonnerre. Il s'énerve, avec une invasion en approche, ses familles ne pensent qu'au profit, il ne laissera pas Lin Luo être leur pion. Pendant ce temps, notre gars est de retour chez lui, pensant à ses nouveaux ennemis jurés, la veille de nuit, qui sont apparemment l'un des cultes les plus puissants dédiés à l'adoration de dieux maléfiques. Comme il a tué 2 de leurs membres clés, il est sur leur liste noire permanente. Il décide de s'inquiéter de ça plus tard, se concentrant sur le butin de l'anneau de Du Cheng. L'ouvrir libère un torrent d'objets dans un vide violet. Et il repère immédiatement une pile de cartes bancaires valant des millions. Il est riche, scandaleusement riche. En plus de l'argent, il y a toute une collection de matériaux de haut niveau flottant dans sa chambre. Il trouve ensuite un masque de Sumeru effrayant dont la fonction spéciale est un mystère tant qu'on ne le porte pas. Décidant sagement d'éviter une mutation aléatoire, il range le masque pour chercher un livre de compétences. Et ce qu'il trouve est un parchemin pour envoûtement, une compétence psychique pour un contrôle mental temporaire. Lin Luo décide que cette nouvelle compétence a l'air parfaite, alors pourquoi ne pas l'apprendre immédiatement? Et il débloque le syndrome d'autotromperie de Stockholm, une compétence pour créer des animaux obsessionnels et soumis. Il se souvient du terme de sa vie passée, notant que cette version magique mutée est juste bizarre. Avec son nouveau pouvoir effrayant en banque, il pense déjà au gros lot du match de demain. Le lendemain, place aux demi-finales, où les 4 meilleurs nouveaux pros vont enfin s'affronter. Mais son pote court vers lui en panique, disant qu'il ne trouve Yining nulle part. Lin Luo vérifie son téléphone, un mauvais pressentiment, pas d'appel, pas de textos, le silence total. Son ami craint un enlèvement, mais Lin Luo l'attrape, disant que personne n'est assez stupide pour toucher à la famille Lion. Il se souvient alors qu'il peut juste demander à sa tante et ouvre ses contacts pour lui envoyer un message. À ce moment-là, son nom est appelé, le match est sur le point de commencer. Mettant le mystère en attente, il s'équipe et se dirige vers l'arène pour régler ses affaires. Son adversaire est un chevalier dragon qui a apparemment amené un dragon rouge géant au combat. La foule commence immédiatement à jaser, disant que le dragon semble bien plus grand et méchant qu'avant. Pendant ce temps, des anciens dans les tribunes révèlent que la famille a dépensé une fortune pour le doper. Mais tout le monde regarde vraiment Lin Luo, le roturier qui a craché la fête des riches et gagne des fans.
Son nouveau fan club crie déjà pour voir du sang, espérant qu'il démolisse le gosse pourri gâté. Ailleurs, un gars avec une coiffure vraiment cool reçoit un message dans son oreillette et il rapporte au vice-seigneur que le chef de la famille Lyon vient de quitter la ville. C'est exactement ce que le seigneur attendait, souriant car Lyon Zheng est enfin en mouvement. Il se souvient d'un affrontement massif des années plus tôt entre Lyon Zheng et un empereur des mers. Le seigneur explique que Lian Zheng a volé un objet précieux sur une île, l'utilisant pour accéder au royaume épique et devenir le seigneur des tempêtes. Mais c'est un personnage louche avec un agenda caché, pas juste un héros national. Il s'avère qu'il y a 2 seigneurs des tempêtes et ils doivent s'entretuer pour monter en niveau. Alors maintenant, Lian Zheng utilise sa fille comme pion politique pour gagner des alliés. Son subordonné panique, sachant que Lin Luo deviendra nucléaire si Yining est emmené. Le seigneur, toujours renard, révèle qu'il a déjà fait un mouvement pour bloquer l'alliance. Il a fait approuver un autre prétendant pour gâcher le plan de Lian Zheng. Apparemment, le seigneur déteste vraiment voir un père utiliser son enfant comme monnaie d'échange. Dans l'arène, le dragon rouge massif pousse un rugissement assourdissant. Lin Luo, au téléphone, demande calmement s'ils veulent vraiment avoir cette dispute en public. Son adversaire promet à son dragon qu'il pourra manger Lin Luo plus tard. Quel encouragement sain! La foule jase sur le fait que le dragon a une rancune personnelle, et aussi que c'est une femelle. Dans une autre loge, un patriarche admet qu'il a un mauvais pressentiment car Lin Luo est imprévisible. Il donne juste un nous verrons lugubre, ne sous-estimant clairement pas notre gars. Le match commence et le dragon s'élance instantanément pour tuer. Lin Luo garde sa position, fixant la bête en charge sans une once de peur. Et d'un coup de poignet, il invoque un mur de glace massif. Ce glacier surgit du sol, stoppant complètement l'attaque du dragon. Mais le chevalier dragon saute par-dessus le mur, plongeant pour une atte aqueuse surprise. Mais le chevalier dragon semble soudain horrifié en plein saut, et poignarde carrément son propre dragon en plein visage. La foule est perplexe, devinant qu'il a été frappé par une illusion. Il essaye de s'excuser, jurant qu'il n'avait pas l'intention de blesser sa partenaire. Mais le dragon est furieux. Un sceau étrange brillant sur sa tête. Lin Luo flotte là, tandis que son adversaire panique au sujet du sceau qui se brise. Alors le gars augmente sa puissance, se vantant des avantages d'être un gosse de riche. L'argent de sa famille est en pleine exposition, équipement de haut niveau avec des stats folles. Notre gars sourit, prêt à voir si l'argent peut battre la puissance brute. Ce chevalier dragon fonce en avant dans un éclair de lumière dorée, se vantant d'être immunisé contre les virus grâce aux vaccins et pilules. Il arrive en face de Lin Luo, hurlant que ses tours sales sont inutiles, puis frappe, mais Lin Luo l'esquive comme si de rien n'était. Ce gosse riche est complètement stupéfait, il a vraiment esquivé, exigeant de savoir comment un prêtre peut être plus agile que lui. Même le public est scotché, se demandant quelle est cette vitesse pour une classe de soutien. Dans les tribunes, l'aide du patriarche souligne que quelque chose ne va pas avec le jeune maître, qui s'est soudainement figé en plein combat, entouré de pétales menaçants. Lin Luo explique calmement que bien qu'on puisse vacciner, sa compétence excitation reproductive n'a aucun remède. Il se tourne ensuite vers le dragon et dit « Profitez du plaisir. Oh, ça ne va pas être très tout public. » Ce chevalier dragon commence à murmurer des mots doux à son dragon partenaire, qui semble rougir et glousser en réponse. Puis elle se transforme en forme humanoïde, très impressionnée par ce qu'elle voit. Elle s'approche un peu trop près, le qualifiant de doux et gentil, ce qui est toute l'invitation dont le chevalier a besoin pour se jeter sur elle, prêt à jouer. Tout le public est pétrifié d'horreur pure et simple. Il est maintenant sur le dragon, et la foule le traite de dragueur pathétique. Certains se cachent les yeux, tandis que d'autres prennent des notes sur la bonne façon de monter un dragon. Mais le dragon ne se laisse pas faire et l'écarte comme une mouche. Il se relève, toujours sous le charme, la traitant de petit démon agaçant. Puis il revient à la charge pour un autre câlin, promettant de ne pas lui faire de mal. Elle répond en lui donnant un coup de poing direct en plein visage, ce qui semble juste. Même avec un poing dans la joue, il continue de faire le canard, refusant d'abandonner. Finalement, à bout de nerfs, le dragon le saisit simplement dans sa griffe massive. Un sceau sur son corps commence à se fissurer, révélant qu'elle s'empêche de l'écraser par loyauté. Le public réalise que n'importe qui d'autre serait déjà une tache rouge sur le sol. Pendant ce temps, dans la loge VIP, le patriarche de la famille Murong observe le chaos. Il demande à la femme à côté de lui, Xuen, ce qu'elle fait ici. Et elle dit que son match est terminé, alors elle profite de ce spectacle, unique en un siècle. Elle est convaincue que c'est une illusion, mais une qui prouve qu'il est un vrai pervers en privé. Ce patriarche Murong annule officiellement la demande en mariage, décidant qu'il ne veut pas de ce désastre comme gendre. Xuen adore ça, se réjouissant que la famille Dongfang ait perdu toute crédibilité aujourd'hui. Dans les gradins, le patriarche Dongfang tremble de rage alors que ses propres hommes se moquent de son fils. Ses assistants suggèrent désespérément de déclarer forfait pour arrêter l'humiliation nationale. Mais ils hurlent que leur réputation est déjà ruinée et que seule une victoire peut arranger ça. Une femme dans sa loge propose de maudire Lin Luo, mais le patriarche juge cela trop risqué. Elle esquisse un sourire très subtil et sinistre.
Son plan n'est pas de maudire Lin Luo, mais de lancer un sort sur le garçon pour briser l'illusion. Il est d'accord, mais elle prévient qu'un sort aussi complexe nécessite du temps. Ce patriarche pense que Lin Luo est un idiot d'attaquer le dragon plutôt que le cavalier sans défense. Dans l'arène, Lin Luo assène une série d'attaques au dragon. Ses coups sont si brutaux qu'ils provoquent des explosions de peau sur toute la bête. Ce dragon essaie de riposter avec un énorme choc au sol. Mais Lin Luo a déjà disparu, esquivant facilement le coup dévastateur. Notre garçon est impressionné, pensant que ce dragon robuste ferait un fantastique animal de compagnie. Il note que son talent de syndrome de Stockholm n'a pas encore été déclenché, réalisant qu'il doit être impitoyable. Pendant ce temps, le chevalier dragon est dans son monde, riant en atteignant son amour. Elle répond à ses avances par un coup de queue massif en plein visage. Un sceau brillant sur son corps se fissure, révélant le chiffre 2. Et le type essaie toujours de flirter, la traitant de provocatrice. Cet homme est irrécupérable. Toujours perdu dans ses délires, le chevalier dragon saisit son épée enflammée, jurant qu'il doit absolument avoir son magnifique dragon aujourd'hui, et abat son arme avec une puissante entaille. Les sbires de sa famille dans les gradins regardent avec incrédulité, car il vient de poignarder son dragon directement dans le derrière. Cette bête pousse un cri d'agonie pur et violet, ce qui pousse enfin la femme dans la loge à lancer son contresort. Un sceau rouge vole en éclats au-dessus de la tête du chevalier, et il reprend ses esprits, se demandant où est passée sa grande beauté. Ses yeux se posent sur son vrai dragon, et le pauvre commence à nier l'évidence, essayant frénétiquement d'expliquer qu'il s'agissait d'un énorme malentendu. Ses yeux brillent d'une rage qui dit « Non, ce n'était pas le cas », et il ne peut que regarder avec terreur son partenaire le fixer d'en haut. Un rugissement qui brise probablement toutes les fenêtres de la ville suit. Puis elle écrase le sol à l'endroit où il se trouvait juste avant. Sur ce, elle s'envole, le laissant implorer son retour. Dans les gradins, sa famille réalise que le sceau est brisé, elle est libre, et ils paniquent tous car ce dragon était un héritage familial inestimable. Le patriarche fait demi-tour, ayant vu assez d'humiliation pour toute une vie. Il déclare le match perdu et ordonne à ses hommes de récupérer leur dragon. Bonne chance pour ça. Avec leur réputation en lambeaux, la famille Dongfang s'éclipse rapidement. Un assistant rapporte leur départ au patriarche Murong, qui savoure la situation. Il sait qu'ils ne cherchent pas le prix, mais leur précieux dragon qui est maintenant à portée. Il envoie donc ses propres gardiens pour le traquer, car c'est la loi du premier arrivé. Pendant ce temps, un groupe mystérieux repère aussi la bête en fuite, sentant une opportunité. Leur chef, une femme aux cheveux blancs, veut son cristal pour monter en niveau. Elle ordonne immédiatement à ses suivants de chasser le dragon. C'est une course contre la montre. Dans l'arène, le chevalier dragon est à bout de souffle dans la poussière. Il fixe Lin Luo, le blâmant pour tout ce désastre humiliant. Puis il pousse un cri viscéral de rage pure. Lin Luo demande calmement pourquoi il hurle, soulignant qu'il ne lui doit pas d'argent. Cela déclenche une crise de nerfs chez le riche héritier, qui jure de se venger. Il fonce en avant, laissant une traînée de destruction derrière lui. Dans les gradins, les potins vont bon train sur ses passe-temps, et le chevalier entend chaque mot, perdant complètement la tête. Alimenté par la honte, il libère une attaque massive de tonnerre doré. Son coup percute le sol de l'arène avec une force incroyable, mais est stoppé net par un autre mur de glace de Lin Luo. Ce gars est stupéfait qu'un prêtre ait bloqué son ultime coup de front. Mais Lin Luo dit que la récréation est terminée, car il est pressé. Lin Luo fait un geste de la main, signalant qu'il a fini de plaisanter. Il révèle sa vraie arme, un scalpel géant et brillant, tenu par des tentacules d'énergie. La foule est en émoi, réalisant que l'arme principale du prêtre est un outil chirurgical. Son adversaire ricane, se moquant de lui pour avoir apporté un couteau de médecin dans un combat. Notre garçon lui dit d'en profiter tant qu'il peut, car cela ne durera pas. Dans un flou de mouvement, il dépasse le chevalier qui remarque à peine le déplacement. Le riche garçon reste là, confus, pensant que Lin Luo a raté son coup. Mais il ressent alors une sensation très étrange se répandre dans son corps. Son physique commence à se transformer sous les yeux de tous. Et comme ça, le chevalier dragon est devenu une femme, hurlant pour redevenir comme avant. Elle trébuche immédiatement, totalement perdue dans son nouveau corps. Sous le choc, elle demande quelles autres horreurs il lui a infligées. Lin Luo lui explique calmement les différences anatomiques, lui souhaitant de profiter de ses règles. Ce commentaire brutal suffit à la faire cracher du sang et s'évanouir. Avec son adversaire inconscient, l'annonceur déclare officiellement Lin Luo vainqueur. Le dernier match est donc fixé, Lin Luo contre Murong Juen. Juen, cependant, semble terrifié, disant à l'annonceur qu'il ne devrait pas combattre. Tout le stade attend avec impatience la bataille du championnat. Mais Lin Luo est distrait par un message, devant partir pour une réunion urgente. Une voix annonce alors que Juen déclare forfait. Lin Luo gagne par défaut. Un étrange cristal vert se matérialise soudain sur le front de Lin Luo, et il s'en va, disant à son pote Tang Sheng de s'occuper du nettoyage. Pendant ce temps, la famille Murong débat sur le fait d'abandonner. Son entourage demande à Xuen si elle va vraiment renoncer au Grand Prix. Elle expose les probabilités. 50% de chance de gagner, 100% de changer de genre si elle perd.
Son père est d'accord, ajoutant qu'une victoire serait un désastre en relations publiques. Mais sa priorité est de protéger la réputation parfaite de sa fille. Il liste toutes ses qualités, décidant qu'elle est trop précieuse pour prendre un risque. Xuen ajoute que se faire un ennemi de Lin Luo n'est pas une bonne affaire. Le patriarche réfléchit, espérant que le gamin en vaut la peine. À l'arène, la cérémonie de remise des prix commence pour le discours du champion. Sauf que personne ne peut trouver le gagnant. Son ami Tang Cheng monte sur scène, prétendant que Lin Luo a une affaire urgente. Un vieux fonctionnaire soupire, imaginant qu'il court après une fille, et l'autorise. Il n'a pas tort, Lin Luo est dans une maison de thé avec une femme mystérieuse. Elle se demande ce qui est si urgent pour qu'il n'ait même pas pu envoyer de message. La lettre explique que Yining est parti sur l'île aux 9 serpents. Lin Luo reste assis, traitant tranquillement la nouvelle. Il lève les yeux, demandant si Yining est réellement en danger. Sa compagne boit son thé, s'excuse et dit qu'elle doit partir aussi. Cette femme mystérieuse pense que Lin Luo est encore trop faible pour la vérité. Alors notre garçon lui dit au revoir, prêt à partir. Mais elle l'arrête, admettant enfin avoir menti sur quelque chose. La seule vérité est que l'amour de Yining est réel et qu'il ferait mieux de ne pas tout gâcher. Lin Luo sourit, la remerciant pour ce conseil honnête. Plus tard dans la nuit, il réfléchit à l'île aux 9 serpents, un groupe puissant. Il essaie de comprendre comment cette île isolée se connecte au continent. Soudain, il ressent une pulsation étrange dans son inventaire. C'est un masque rouge effrayant qu'il n'a jamais touché, et il s'active. Le masque est un dispositif de communication, et un message urgent arrive sur un diacre en danger. Il met le masque de Sumeru, qui lui donne une identité de veilleur de nuit. Cette nouvelle identité voit une opportunité dans ce chaos et décide d'intervenir. Pendant ce temps, chez les Dangfang, la nouvelle dame dragon est dans les vapes. Même inconsciente, elle marmonne à propos de son dragon perdu. Les priorités, je suppose. Un médecin explique que ses blessures sont guéries, mais son esprit est brisé. La seule guérison est une transplantation, sinon la lignée est officiellement terminée. Son père explose, hurlant qu'une transplantation ruinerait leur sang pur. Ses aides suggèrent de la marier, car quelqu'un sera bien intéressé. Elle se réveille à temps pour entendre ça, jurant qu'elle préfère mourir. Son père hurle qu'elle ne vaut plus rien après avoir perdu leur dragon. De retour au domaine, la dame dragon est attachée, préparée pour un mariage stratégique. Elle crie qu'elle est un homme, ce qui rendra l'arrangement embarrassant. Un aide rapporte que le dragon a été trouvé et plusieurs factions se battent pour lui. Son père ordonne à ses hommes de récupérer leur animal, coûte que coûte. Cette réalité la frappe, les grandes familles vous pressent jusqu'à la dernière goutte. Mais elle a un plan, si le dragon l'accepte encore, elle pourrait sortir de ce pétrin. Pendant ce temps, dans un canyon, un éclair d'énergie rouge marque une arrivée. C'est Lin Luo dans son costume de veilleur de nuit, prêt à gâcher la fête. Un subordonné l'accueille, totalement berné par son masque de... Il explique qu'ils essayaient d'attraper le dragon, mais ont été attaqués par les gardiens. Jouant le grand patron, Lin Luo dit qu'il va aller voir lui-même. Non loin, un démon enchaîné est invoqué depuis une vase noire. C'est une bête rouge massive, clairement le diacre en difficulté. Une escouade de gardiens tente de le retenir avec des chaînes enchantées. Des buissons, Lin Luo observe le chaos, notant que le dragon est à prendre. Et là, il repère un visage familier au milieu du combat. Un vieux veilleur de nuit essaie de voler le prix. Il libère une attaque massive de griffes de dragon de feu sur une gardienne. Le coup démolit complètement le sol où elle se tenait. Cet aîné se moque d'elle, disant qu'elle est devenue inutile avec les années. L'aîné tente un recrutement, oublie ta morale, fais-toi payer. Elle rétorque qu'il n'est qu'un cadavre vivant sans but. Ses yeux brûlent de conviction, insensible à ses menaces. Il n'aime pas la critique, alors il décide qu'elle peut mourir avec son but stupide. Une lance massive d'énergie noire fonce droit sur elle, qu'elle esquive de justesse alors qu'elle fracasse le sol. Juste alors un membre de la famille Dongfang avec un arc exige son dragon. L'aîné ricane, disant que c'est sans propriétaire désormais. Ignorée, la gardienne est furieuse. Elle déclenche une attaque massive pour revenir dans la conversation. L'aîné combat tout le monde en riant, s'amusant beaucoup. Lin Luo pense qu'il vaut mieux regarder ce désastre pour l'instant. Mais il remarque autre chose dans ce chaos. Quelqu'un profite de la bagarre pour se faufiler vers le dragon enchaîné. Et c'est l'ancien chevalier dragon, Dongfang Hei. Elle est convaincue que c'est sa chance de récupérer son animal et sa dignité. Elle essaie de convaincre la bête de signer un nouveau contrat. Ce dragon, cependant, rugit en sa face, peu intéressé par des retrouvailles. Lin Luo observe l'embarras, réalisant que le dragon est probablement traumatisé. Son parent la repère et lui hurle de fuir pour sa vie. L'aîné, veilleur de nuit, libère une tempête de feu, furieux de l'approche de Hei. Elle est projetée, hurlant pour son animal. Ses priorités restent constantes. Cette attaque est un énorme signal enflammé de dégager de là, et le dragon rugit sans cesse, détestant tout ce drame. L'aîné se rappelle la loyauté de la bête et ordonne de la capturer quand même. Son subordonné tente de le prévenir, mais cela ne pénètre pas. Il balaie tout ça, traitant les autres de déchets. D'un oui rapide, le subordonné s'élance pour suivre les ordres.
Près de là, les autres factions s'allient pour abattre l'aîné. Quelqu'un utilise un appareil étrange pour supprimer la bête, ce qui la rend plus en colère. Observant depuis une colline, Lin Luo note que Kai s'intensifie. Il descend donc comme un sauveur, demandant s'ils ont besoin d'aide. Plus bas, le dragon massif se débat furieusement contre ses entraves. Un grunt demande de l'aide au seigneur et Lin Luo accepte avec un sourire rassurant. Son premier acte est une technique nommée explosion de peau, très amicale. Le pauvre est frappé instantanément, hurlant alors qu'une énergie étrange le traverse. Dans l'incrédulité, il regarde le seigneur qui vient de l'attaquer, mais ses deux camarades sont aussi sous le sort, se retournant contre lui. La confusion mentale de Lin Luo fonctionne à merveille. Le dernier debout est furieux, jurant de tuer ses propres alliés alors qu'il se jette sur lui. Pendant ce temps, ce dragon reste enchaîné et semble en avoir par-dessus la tête de toute cette histoire. Lin Luo donne ses dernières instructions à sa nouvelle marionnette. En gros, de rien pour l'opportunité de mourir pour moi. Sur un dernier ordre, la force vitale du pauvre bougre est convertie en un sortilège de sang massif. Son ancien copain, devenu un berserker enragé, hurle de rage contre le dernier survivant. Cela déclenche une attaque suicide qui fait littéralement trembler tout le canyon. Il ne reste rien d'autre qu'un cratère fumant à l'endroit où se trouvait l'autre type. Le dernier membre de la veille de nuit balaye l'attaque, affirmant que la vitesse seule ne suffit pas à le vaincre. Même Lin Luo est un peu surpris, pensant que la situation commence à devenir incontrôlable. Soudain, l'archer Dongfang rejoint la mêlée et porte un coup puissant à distance. Il est là pour sauver sa parente, exigeant que ces brutes lui rendent la vie. Cet archer tourne ensuite son attention vers le berserker, le traitant de déchet et donnant la priorité à B72. Depuis la ligne de touche, la guerrière gardienne est totalement déconcertée par cette lutte intestine soudaine. Elle se souvient alors que le numéro B72 appartenait à quelqu'un que Lin Luo était censé avoir tué. Le déclic se produit. Lin Luo a le masque, et il devient soudainement une prise bien plus précieuse que le dragon. Dans un revirement total, elle ordonne à tous les gardiens de protéger B72 à tout prix. Pendant ce temps, le berserker se prépare pour une nouvelle salve de tirs alliés. Il a l'air totalement sauvage et insulte tous ceux qui croisent son chemin. Ce type décide de tuer tout le monde d'abord avant de finir ses alliés. Il libère une onde massive d'énergie destructrice sur les gardiens et l'archer. L'archer Dongfang est immédiatement capturé, étranglé par le membre de la veille de nuit déchaîné. L'archer Dongfang se téléporte hors de la prise, hurlant qu'il reviendra, laissant tout le monde sur place totalement déconcerté par ce départ soudain. Puis, une nouvelle force de la famille Dongfang descend, l'air très déçu. Il prétend avoir hérité de la mort de son parent, demandant qui est le meurtrier. Le berserker, toujours en rage, pointe du doigt et insiste pour qu'il traque celui qui s'est échappé. Il s'avère que ce nouvel arrivant est Dongfang Huiyu, un pro légendaire. Et la guerrière gardienne est stupéfaite. Cet ancêtre promet de ramener la tête du type et dit à son sbire de récupérer le corps pour les pièces. Pendant ce temps, la guerrière gardienne pointe Lin Luo du doigt, rappelant à son partenaire qu'ils ont une cible de plus. Elle lâche ensuite une bombe. Le type à capuche est en réalité leur agent infiltré, Dang Fangjong. Le berserker est immédiatement méfiant. Se demandant font une simple taupe a pu obtenir un masque d'un tel rang. Elle se contente de ricaner, attrape son agent et dit au berserker de se mêler de ses affaires en s'en allant. Plus tard, elle retrouve Lin Luo et lui fait un sermon sérieux sur le danger dans lequel il se trouve. Elle parle de pièges et de punitions, tandis que Lin Luo se contente de sourire, admettant qu'il s'est fait prendre. Il est tranquillement assis sur un rocher, totalement imperturbable face à toute la situation. Mais le dragon rouge géant apparaît, faisant perdre tout son sang-froid à la guerrière gardienne. Notre héros, bien sûr, suppose simplement que cette bête massive a fait tout ce chemin juste pour le voir. De retour chez l'ancien de la veille de nuit, il contemple un piège à glace vide, se demandant comment sa cible s'est échappée. Il est certain que le type est mort définitivement puisque son outil de résurrection personnelle ne s'est jamais activé. À ce moment-là, son téléphone commence à sonner. Et les nouvelles ne sont pas bonnes. Le jeune maître qu'il traquait s'est apparemment suicidé et a disparu. Cet ancien réalise que sa cible a utilisé une compétence de suicide et de renaissance pour se libérer de son piège. Il est stupéfait que quelqu'un aille aussi loin pour un simple dragon de compagnie. De retour avec notre équipe, la gardienne prévient Lin Luo qu'un dragon ayant appartenu à quelqu'un d'autre est très dangereux. Mais Lin Luo et la bête rouge massive se lancent un regard intense. Ils notent calmement que le dragon ne semble avoir aucune mauvaise intention envers lui. En tendant la main, il sent une sorte de connexion étrange se former avec lui. Il caresse doucement son museau et le dragon se laisse faire. Il s'avère que sa compétence autotromperie du syndrome de Stockholm s'est activée, ce qui est un très bon signe. Son allié est en train de perdre les pédales, en voyant un fier dragon essayer de s'attirer les faveurs d'un humain. Notre héros en profite, prétendant avec suffisance que le dragon est désormais obsédé par lui. Il sort son propre objet de contrat haut de gamme et pose sa main sur la poitrine du dragon. Un symbole lumineux massif apparaît.
Le contrat est un succès, il caresse sa nouvelle monture, déclarant qu'elle est à lui maintenant, tandis que son allié s'émerveille de la naissance d'un prêtre dragon. Une vérification rapide des statistiques révèle que ce dragon de niveau 22 est déjà plus fort qu'un boss argenté de niveau 50. Son allié explique que la famille Dongfang l'a dopé avec des élixirs, d'où ses statistiques folles. Décidant que Dragon Rouge est trop générique, il la nomme Cramoisie, et elle se met à ronronner. Prenant cela pour un oui, il saute sur son dos pour une balade. Il crie qu'ils vont faire un tour, tandis qu'elle est au téléphone, essayant d'expliquer cette folie. Alors qu'il s'envole dans le ciel, elle est coincée à signaler que Lin Luo est maintenant en train de monter le dragon de compagnie des Dongfang. Au domaine, le chef de la famille Dongfang reçoit la nouvelle et est absolument livide. Le patron de cette gardienne reçoit la mauvaise nouvelle. Dongfang Huiye est actif, et le nouvel animal de Lin Luo est un risque énorme. Son subordonné souligne l'évidence. Lin Luo ne peut pas cacher un dragon dans sa poche, ils sont donc des cibles faciles. Le patron leur ordonne donc de se rendre dans une base de montagne isolée pour cacher la bête avant de ramener Lin Luo en ville. Pendant ce temps, ailleurs, une flamme symbolique vacille de manière inquiétante. Cet ancien de la veille de nuit est furieux que sa cible se soit échappée en utilisant une sorte d'atout. Et maintenant, nous rencontrons le légendaire Dongfang Huiye qui est absolument furieux de l'humiliation de sa famille. L'archer qui l'a sauvé essaie de le calmer, promettant de faire honneur au nom de la famille. Mais Huiye réplique sèchement, demandant s'il peut d'une manière ou d'une autre donner naissance à un nouveau chevalier dragon, une question tout à fait normale. Son nouveau plan est d'utiliser le cadavre de son parent mort pour traquer et récupérer le dragon. Ailleurs, l'ancien de la veille de nuit tousse à s'en arracher les poumons, ne passant clairement pas une bonne journée. Tandis que son subordonné berserker fait aussi une crise, maudissant tous ceux qui lui ont fait du tort, surtout Lin Luo. Soudain, un saut massif et inquiétant apparaît dans les airs, et une entité sombre appelée Brume Noire apparaît, affirmant qu'elle vient de lui sauver la vie face à Huiye. Cette entité demande immédiatement un remboursement, et le berserker répond « Mec, je suis un infirme, à quoi je sers ?» La Brume Noire lui propose une amélioration intéressante, un tout nouveau bras de dragon, plus fort que l'original. Le prix de ce don de membre non sollicité est simple, devenir sa marionnette au sein de la veille de nuit. Il est compréhensible qu'il soit un peu surpris par l'offre d'emploi. Mais la Brume Noire ricane, le déclarant nouveau disciple du Seigneur de la Brume Noire. Et où est notre héros Lin Luo pendant tout ce drame? Juste en train de s'étirer chez lui, heureux d'être de retour. Il montre même un prix qu'il a récupéré, totalement inconscient des 3 factions différentes complotant sa perte. Lin Luo ouvre son nouveau prix, prêt à découvrir la légendaire merveille du monde. Il le sort d'un tiroir secret et une mystérieuse lumière bleue commence à briller. Cette explosion d'énergie le frappe et il est totalement surpris par ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un minuscule slime bleu aux yeux globuleux, une créature conceptuelle née de la collision des mondes, apparemment. Il soulève le petit blob, totalement perplexe à l'idée que ce soit le trésor pour lequel tout le monde se battait. Ce slime commence à ronronner et son petit familier sur l'épaule observe la scène avec inquiétude. Ce minuscule familier le prévient de faire attention, car cette nouvelle chose pourrait bien le manger. Juste à ce moment-là, on frappe à la porte. Un homme nommé Guo Shuyi est là pour discuter. C'est le haut gradé de la garde de la ville, et Lin Luo le salue avec désinvolture tout en tenant un bébé gelé cosmique. Ce vieil homme l'interpelle immédiatement, disant que les familles nobles feraient une crise s'ils voyaient ça. Pendant ce temps, les 2 petits animaux se lancent un regard noir, ce que le haut gradé trouve hilarant. En guise d'excuse pour les avoir surpris, il propose une petite friandise lumineuse. Cette merveille du monde l'engloutit immédiatement. Problème résolu. Les politesses terminées, le vieil homme en vient au fait, il veut que Lin Luo rejoigne les gardiens. Notre héros refuse immédiatement, précisant qu'il n'est intéressé par aucune équipe. Mais le haut gradé a une contre-offre, devenir un invité d'honneur, pas un membre ordinaire. C'est en gros un statut de freelance spécial pour les pros qui n'aiment pas les règles mais sont quand même payés. Il adoucit l'offre, liberté totale, grosse récompense et seulement quelques missions spéciales occasionnelles. Lin Luo admet que t'es tentante, mais il est méfiant et demande pourquoi ils le veulent lui spécifiquement. Ce vieil homme dit qu'il mise sur l'avenir de Lin Luo, promettant même qu'il pourra commander d'autres gardiens. Ce vieil homme met son offre finale sur la table, disant que c'est le meilleur qu'il puisse faire. Et après toute cette négociation, Lin Luo hausse les épaules et dit « Très bien, j'accepte ». Absolument ravi, le haut gradé lui remet immédiatement le pack de bienvenue officiel. Ces cadeaux incluent un jeton pour commander d'autres gardiens et un appareil pratique pour stocker les familiers. Lin Luo examine ses nouveaux jouets, admettant que c'est exactement ce dont il avait besoin en ce moment. Une fois les affaires réglées, il soulève le petit blob bleu et demande à quoi ce truc sert réellement. Ce haut gradé ricane, lui disant qu'il est normal d'être dans le flou car c'est hors de sa portée. Mais il s'avère que ce petit gars est la clé d'un royaume légendaire et Lin Luo est complètement époustouflé.
Il explique que c'est une relique endommagée pour laquelle toutes les grandes familles étaient prêtes à s'entretuer. Pour éviter une guerre massive, ils ont décidé de régler ça avec une compétition amicale entre leurs enfants. Ce vieil homme rit encore à gorge déployée, imaginant combien de nobles ont fait un infarctus quand Lin Luo a gagné. Notre héros note que l'objet est cassé et nécessite une faille spatio-temporelle pour être réparé. Ce qu'on appelle une faille est en fait un fragment de réalité, généralement trouvé dans les nids de monstres de haut niveau. Pour en obtenir, il faudrait voyager dans des endroits comme l'espace extra-atmosphérique ou la mer étoilée, rien que ça. Ce haut gradé devient un peu nerveux à l'idée que Lin Luo essaie vraiment, mais le gamin balaie ça d'un revers de main. Changeant de sujet, le vieil homme l'interroge sur ses projets pour l'université. Il recommande la meilleure école, ajoutant que l'héritière de l'île aux 9 serpents y sera en tant qu'étudiante, alias otage. Ce nom attire immédiatement l'attention de Lin Luo, puisque son ami Lian Yining est sur cette île. Ce vieil homme l'interpelle, disant que toute la ville sait qu'ils sont en couple et qu'elle ira bien. Alors Lin Luo demande s'il peut utiliser ses nouveaux privilèges de gardien pour lui envoyer une lettre, ce qui est un oui définitif. Après cette réunion, le gardien haut gradé retourne dans la ville pluvieuse, assis dans sa voiture, pensant clairement à tout ce qu'il vient d'apprendre. Son subordonné lui demande si Lin Luo a rejoint, et elle confirme, ajoutant qu'elle a vu quelque chose d'étrange. Ce vieil homme est toujours focalisé sur ce petit animal, essayant de comprendre ce que c'est. Il soupire, réalisant que Lin Luo est fondamentalement un tas de secrets de haut niveau qui marchent. Pendant ce temps, notre héros est devenu une véritable célébrité, son visage placardé sur chaque publicité de la ville. Lin Luo essaie juste de marcher dans la rue, réalisant qu'il est célèbre et qu'il devrait probablement demander des droits d'auteur. Puis les fans débarquent, demandant tout, des autographes aux leçons sur ses compétences, disons, laxatives. Ça devient plus bizarre. Une fille propose de lui montrer un tatouage sur son nombril, tandis qu'une autre pose des questions sur l'augmentation mammaire. Notre héros est absolument horrifié par le non-sens total qui lui est lancé. Il s'échappe, criant qu'il a un rendez-vous urgent pour fuir la foule. Toute cette histoire de célébrité s'avère être un mal de crâne massif avec des rumeurs vraiment folles. Il essayait juste d'aller acheter une nouvelle arme, puisqu'il est niveau 40 maintenant. Mais même dans une autre partie de la ville, il ne peut pas échapper à la reconnaissance. Cette fois, c'est un groupe de mecs, et les rumeurs sont devenues encore plus folles. Il pense qu'il peut agrandir leur partie. Soudain, une lumière vive traverse la foule, alors qu'une voix leur crie de se taire. Une femme élégante apparaît, réprimandant les fans pour leur manque total de limites. Elle intervient ensuite, annonçant que Lin Luo a un rendez-vous avec elle et menaçant quiconque interromprait leur rencard. La foule la reconnaît immédiatement comme la fille de la puissante famille Murong et décide sagement de se disperser. Lin Luo la remercie pour son aide et elle balaie ça d'un revers de main comme si de rien n'était. Elle demande pourquoi il fait ses courses seul et il explique qu'il cherche un meilleur équipement. Alors elle propose de recommander un bon endroit puisqu'elle est clairement bien informée. Et un bon endroit s'avère être le magasin d'équipement haut de gamme de sa famille, avec une réduction familiale. Lin Luo jette un coup d'œil autour, admettant que l'endroit est impressionnant. Mais il se plaint déjà de ne pas trouver d'armes de niveau or. Quelle diva! Elle explique que le matos niveau or est pour les gosses de riches dont les familles leur donnent tout, pas pour ceux qui achètent vraiment. Puis, elle enchaîne avec une proposition de recrutement. Rejoint sa famille pour du matos or illimité, mais il ne mord pas. Elle trouve ça dommage avant de mentionner avec désinvolture que ses liens avec la mamie Lion pourraient rendre son avenir difficile. Cela attire immédiatement son attention. Elle sait évidemment quelque chose d'important. Et elle lâche la bombe. Elle est amie avec Lian Yining, qui a été emmenée de force sur l'île aux 9 serpents pour un mariage arrangé. Lin Luo est absolument stupéfait, apprenant que Yining a gardé le secret pour ne pas l'inquiéter. Il s'avère que le propre père de Yining l'a utilisé comme monnaie d'échange pour accéder aux ressources de l'île aux 9 serpents. Mais heureusement, quelqu'un de puissant est intervenu pour retarder le mariage en forçant l'héritier de l'île à aller à l'université à la place. Il réalise immédiatement que c'était le haut-gradé gardien, Guo Shui, le mettant encore plus en dette envers le vieil homme. Ayant mis toutes ses cartes sur table, elle demande si c'est trop demandé qu'ils deviennent amis maintenant. Il accepte sa poignée de main, notant que le prix de cette amitié est un peu élevé, mais que l'alliance vaut probablement le coup. Avec leur nouvelle amitié scellée, elle appelle immédiatement son assistant pour apporter un cadeau spécial. Ce vieil assistant effectue une sorte de rituel d'invocation juste là dans le magasin. C'est un bâton magique de niveau épique avec des compétences absolument pétées. Notre héros est époustouflé qu'elle aille jusqu'à de telles extrémités pour l'avoir de son côté. Elle qualifie le bâton de trésor familial interdit, mais les amis ont droit à une exception, bien sûr. Notre héros admet qu'il est fauché mais promet de la rembourser avec d'autres butins. Et le marché conclu, elle insiste pour qu'il l'appelle par son prénom. Ils sont meilleurs amis maintenant.
Donc, après avoir vendu son équipement de rechange, Lin Luo achète officiellement le bâton pour un prix d'amis de 800 000 pièces d'or. Utilisant le reste de son argent, il fait une razzia pour remplir son inventaire. Une fois son shopping terminé, il se dirige vers la base isolée de la montagne d'acier noir pour récupérer son dragon de compagnie. Chevauchant son dragon massif, Lin Luo annonce leur prochaine quête, trouver un cœur de territoire, pour réparer ce petit slime bleu. Et il a déjà trouvé une cible juste à l'extérieur de la ville, avec le petit slime en passager sur la tête du dragon.